Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Nolio, commencer son activité d'entraîneur. Avec nous ce soir, on a deux intervenants, Tanguy et Rémi qui sont deux entraîneurs, Tanguy en cyclisme et Rémi en trail. De quoi on va parler ce soir? Alors ce soir, on aura, on va dire, trois grandes parties. La première partie, on sera sur l'organisation du travail d'entraîneur. Ça sera par où commencer, comment est-ce qu'on commence dans le métier, la partie administrative qui fait partie du métier, et est-ce qu'il faut mieux être en indépendant, se lancer à son compte, ou salarié. Ensuite, on parlera donc de la clientèle et du coaching, la relation avec la clientèle, comment trouver ses premiers clients, donc vraiment débuter dans le métier, les différences entre se lancer à mi-temps et à plein temps en ayant un deuxième travail à côté, comment communiquer sur son travail et comment fidéliser sa clientèle. Et enfin, pour finir, on élargira, on ira plus loin sur les structures de coaching et l'entrepreneuriat. C'est comment, une fois qu'on a stabilisé son activité de coach, on peut se lancer dans la création d'une structure de coaching. Pourquoi le faire? Quels sont les avantages et comment le faire? Comme je disais, ce webinaire il est organisé par Nolio. Je vais laisser la parole à Alexandre, qui est l'un des fondateurs du coup de Nolio avec François, pour vous expliquer rapidement ce que c'est. Bonjour Alexandre, on Ouais, t'écoute. bonjour, bonsoir à tous, merci d'être là. Du coup, le but ce soir, vous l'avez compris, c'est pas de parler de Nolio, mais voilà, un petit rappel pour ceux qui connaissent pas. Donc, nous, Nolio, on est une solution de plateforme, pas une solution de plateforme, une plateforme de suivi d'entraînement. Et le but, voilà, c'est vraiment de simplifier le travail du coach, de lui faire gagner du temps. Donc voilà, ça va un peu aussi dans le sens de ce webinaire ce soir. Voilà, donc tout ce qui est suivi d'athlètes, planification, centraliser les données. Voilà, nous, à la base, on l'a vraiment créé pour faire gagner du temps aux coachs et aux sportifs qui l'accompagnent. Et puis, voilà, au-delà de ça, maintenant, on a construit tout un tas de fonctionnalités qui peuvent aider le coach. Voilà, toujours en gardant en tête que le but, c'est que ça soit Nolio soit très personnalisable pour que chaque coach puisse mettre sa méthode de travail sur l'outil. Voilà. Je te repasse la parole, Paul. Yes. Du coup, pour parler de notre sujet ce soir, on aura, donc là pour le moment, on n'a que deux intervenants. On en aura peut-être un troisième, Maxime, qui nous rejoint s'il résout ses problèmes de connexion. On aura tout d'abord Tanguy Herzog, qui est coach au pôle cyclisme féminin. Il est également pratiquant de beaucoup de sports. Il fait du cyclisme, il fait du triathlon. Et donc, il a lancé récemment sa structure TH Endurance Training. Et on a également Rémi Marcel, Rémi qui lui est un trailer de la région grenobloise, qui ça fait 10 ans qu'il coach et qui a également lancé, qui a une structure d'entraînement qui s'appelle LIC, tu me diras si je dis correctement Rémi, Coaching, qui est LIC Coaching et qui est un ultra trailer confirmé. Pardon, j'ai un peu accéléré. Donc voilà, Tanguy, toutes ces informations sont ici. Et également Rémi, qui est entraîneur en trail et ultra trailer accompli avec plusieurs participations sur les grands événements. On doit aussi avoir Maxime Lopez, que vous connaissez peut-être, qui est un grand habitué des réseaux sociaux, qui n'est pas encore arrivé, qui on espère va arriver ce soir, qui est à 1h06 au semi, 2h15 au marathon, et qui maîtrise particulièrement bien les réseaux sociaux. S'il arrive, il pourra nous parler de comment il gère sa communication. On va faire un point très rapide. Ensuite, je passerai la parole à Rémi sur par où il faut commencer du coup quand on est coach. Il faut savoir que pour coacher de manière rémunérée, il faut forcément une formation. Donc, il en existe plusieurs. Il y a le BPGEPS, il y a le DGEPS quand on veut coacher de manière en compétition. Il y a également les parcours universitaires tels que la licence TAPS et le master. Le but, en fait, quand on commence dans le coaching, c'est d'avoir, quand on veut être payé dans le coaching, c'est d'avoir tout d'abord ce diplôme et ensuite de demander une carte pro, la carte pro d'éducateur sportif pour pouvoir coacher, pour pouvoir entraîner de manière rémunérée. Et ensuite, il faut se lancer donc souvent en auto-entrepreneur. Et je vais donc passer la parole à Rémi, qui va nous parler du coup de comment du coup commencer, se lancer et monter du coup
monter sa structure en auto-entreprise. Alors, j'arrête mon partage d'écran et Rémi, je te laisse partager. Ah, on a Maxime qui nous a rejoint également. Vous Bonjour Maxime. m'entendez? Oui, on t'entend, oui. On a démarré, on t'inquiète pas, on te dira quand est-ce que ça sera à ton tour de parler. Ça marche. Ok, bonjour à tous. Alors, Je sais pas je si sais Paul t'avait pu autoriser le partage tu sais, pour les panélistes. Partager l'écran. Est-ce que tu arrives à partager ton écran non, ça me met un message. Ah, petite erreur. Alors, on va faire vite. Paul, à côté du bouton vert partager l'écran, tu dois avoir une petite flèche à côté et tu dois avoir un truc autoriser le partage pour tous Ah ou oui, pour les plusieurs panélistes. participants peuvent partager simultanément. Hop. Ou alors c'est option partage avancé. Ok, Qui peut partager ou tes panélistes, c'est bon. hop, ça va être. C'est bon, Parfait. normalement, ça fonctionne? C'est parti. Ok, On Envoie t'écoute, ton Rémi. écran, Rémi, c'est tout bon. voilà. Déjà, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. Et puis, bah, merci aussi à Nolio de proposer ces webinaires. Donc, c'est toujours intéressant pour apprendre pas mal de choses. Donc, voilà, comme le disait Paul, c'est vrai que pour se lancer en tant que coach, donc voilà, faut avoir la formation pour être rémunéré. Et également, il faut avoir euh, une, euh, une structure juridique. Donc voilà, si on n'est pas rémunéré, bon, on va dire que c'est assez simple. Hein, on peut faire un petit peu comme on veut. Par contre, dès que c'est rémunéré, ben forcément, c'est logiquement encadré et réglementé. Donc là, il faut avoir une structure juridique. Après, la question, c'est bah, quelle structure juridique on va choisir. Donc, il y en a plusieurs qui existent. Dans les trois que j'avais retenus, il y a le statut micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, comme on l'appelait avant. Donc, c'est micro-entreprise. L'entreprise individuelle, donc c'est un autre type, et l'EIRL ou SARL, voilà, c'est encore une autre fonction. Et forcément, selon la forme juridique que l'on va prendre, on n'aura pas les mêmes obligations et pas les mêmes contraintes. Donc après, ça peut dépendre aussi de votre activité, de votre développement aussi. Voilà. Donc, dans le statut micro-entrepreneur, donc c'est un statut qui a été créé il y a quelques années maintenant et qui est vraiment très simplifié. Donc la création de ce statut, bah, c'est très simple, ça se fait en ligne en quelques clics. C'est gratuit pour créer sa structure. Donc là d'ailleurs, il y a pas mal de faire attention un petit peu quand on se lance parce que selon les sites internet où on peut aller, ouais, ça peut nous rediriger sur des, euh, des sites payants pour créer la structure, mais voilà, si on fait bien sur le site du gouvernement, c'est gratuit. Donc il y a peu d'obligations, donc on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Voilà, il y a assez peu de contraintes, il y a peu de charges fixes, donc ça c'est vraiment intéressant quand on se lance. Après, dans les aspects négatifs, c'est qu'on ne peut pas déduire ses frais. Donc, si on a des frais professionnels, voilà, on ne pourra pas les déduire. Et on est limité sur le chiffre d'affaires pour rester dans ce statut. Voilà, donc un petit rappel pour le chiffre d'affaires, pour ceux à qui ça ne parlerait pas trop, c'est différent des bénéfices. Le chiffre d'affaires, c'est vraiment le cumul de toutes les rentrées d'argent qu'on va avoir. Donc sans déduire les frais. Après, il peut y avoir donc l'entreprise individuelle. Donc là, la création, elle est également relativement simple. Euh, Là, l'avantage, c'est qu'on peut déduire les frais. Donc voilà, si on a des frais liés à son activité, des déplacements, de l'achat de matériel, on peut le déduire. L'avantage également, c'est qu'il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. Et par contre, un des gros désavantages, c'est qu'il y a des obligations comptables. Donc après, voilà, il faut faire un compte de résultat, un bilan. Et voilà, ça demande soit des connaissances, soit sous-traité par des prestataires. Donc ça engage forcément des frais. Et il y a également l'EIRL, SARL. Donc là, voilà, on va rapidement passer dessus parce que y a des coûts qui sont assez conséquents, il y a une formalité qui est assez lourde, ça nécessite un expert comptable. Voilà, là, on va dire que ça va plutôt s'adresser après voilà, sur des plus grosses structures. Euh,
voilà, ça ne va pas venir dans un premier temps en tout cas. Donc voilà, enfin, pour moi, en tout cas, mon avis, c'est que le statut micro-entrepreneur, il est vraiment fait pour pouvoir se lancer. Il est vraiment idéal quand on débute. Et après, selon l'évolution qu'on va avoir sur son activité, on pourra changer. On n'est pas lié à un statut, hein, on peut tout à fait évoluer au bout de 2 ans, 3 ans, selon comment ça va marcher ou pas. C'est vrai qu'au début, on a un peu d'incertitude. Donc, autant y aller prudemment avec un statut justement qui limite les risques. Donc voilà, pour revenir un peu plus en détail sur le statut micro-entrepreneur. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, la création se fait en ligne, c'est très rapide, c'est gratuit, ça ne demande pas de compétences particulières. Voilà, il suffit de suivre les démarches, c'est très bien fait. Alors, il faut savoir que en termes de frais qu'on va avoir de charges, donc il y a des cotisations URSSAF qui sont de l'ordre de 21,20%. Et il y a également 0,20% de formation. Donc, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on va facturer à nos athlètes, à nos clients, il faudra voilà, donner cette somme au niveau de l'URSSAF, faire sa déclaration et donner cette somme. Donc, c'est à tenir compte quand on va évaluer, enfin, quand on va mettre en place sa grille de tarifs. Sur ce statut, donc, il y a un plafond de chiffre d'affaires qui est à 77 700. Donc, le plafond a été remonté il y a quelques années. C'était une des limites qu'il y avait il y a quelques années. Là, maintenant, avec ce plafond-là, on va dire que c'est plus vraiment un frein. Avant d'arriver à ce plafond, voilà, on peut quand même pas mal travailler. À savoir que si on dépasse 2 années de suite ce plafond, on va automatiquement changer de statut et passer à entreprise individuelle. Après, au niveau des déclarations, au niveau de l'URSSAF, on a le choix, soit on le fait de façon mensuelle, soit on le fait de façon trimestrielle. Et donc voilà, c'est pareil, la déclaration, elle est assez simple, ça se fait en ligne. On déclare le chiffre d'affaires qu'on a eu, donc toutes les rentrées d'argent qu'on a eues. Il y a le taux qui s'applique, la 21,20. Et il y a un prélèvement qui se fait donc, mensuellement ou de façon trimestrielle. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de déduction possible de ces frais. Donc, en général, en tant que coach sportif, il y a relativement peu de frais, surtout quand on fait du coaching en ligne. Après, c'est vrai que dès qu'on va sur le terrain, forcément, ça engage des déplacements, on peut faire la voiture, un peu de matériel, mais globalement, il n'y a quand même pas énormément de frais, donc c'est pas un gros, c'est pas vraiment pénalisant de ne pas pouvoir déduire ces frais, au moins pour se lancer. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on se lance, il peut y avoir la possibilité d'avoir une exonération de ses cotisations. Donc ça va dépendre un petit peu du statut quand on se lance. Donc si on est à Pôle emploi, on peut être exonéré. Donc en général, c'est sur 3 ans. Avec la première année, on a 0 charge, 0 cotisation. La deuxième année, on a un pourcentage qui est assez faible. Voilà, comme ça, progressivement, pour arriver à partir de la troisième année à avoir la cotisation pleine. Mais ça permet de se lancer avec très peu de risques. Donc, bien sûr, ça c'est une des questions des fois quand on se lance à son compte. Bien sûr, ça cotise pour la retraite. Donc, le nombre de trimestres qui sont validés va dépendre du chiffre d'affaires qu'on va déclarer. Voilà. Plus ou moins, c'est environ 10 000 euros sur l'année pour valider les 4 trimestres. Donc, normalement, quand on exerce ça à temps plein, voilà, on y arrive bien pour dépasser ce plafond et valider ces trimestres. À savoir que, on le verra un peu tout à l'heure aussi, mais si on est à mi-temps et qu'on va déjà valider ces 4 trimestres sur son autre mi-temps, on ne pourra pas valider d'autres trimestres. On est bien sûr limité à 4 trimestres par an. Alors, il y a quand même des charges fixes qu'il faut savoir. Hein. C'est le CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Celle-ci, elle a lieu dès la deuxième année. Donc, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on imagine que si on a 0 rentrée d'argent, on n'aura pas de charge.
Mais il y a quand même cette cotisation foncière. En gros, ça correspond à la taxe foncière pour l'entreprise. Donc, même si on fait son activité chez soi, si on fait que du coaching en ligne, qu'on est chez soi, il faut déclarer qu'il y a une partie de la maison qui sert pour son entreprise. Et donc, il y a une cotisation dessus. À savoir que la cotisation, le montant, il est un peu dépendant des communes dans lesquelles on est situé, déclaré. Voilà. À titre d'exemple, je crois que pour moi, c'est 360 euros l'année. Voilà. Donc ça intervient la deuxième année de l'année civile. Donc c'est important aussi à prendre en compte. Bon, là, on est en début d'année, c'est pas trop gênant. Mais par exemple, si on crée son entreprise en décembre 2024, ça veut dire qu'on ne va rien payer pour 2024. Par contre, dès 2025, on va devoir payer la CFE. Donc, il vaudra mieux attendre janvier 2025 pour ne rien payer en 2025 et avoir cette charge en 2026. Voilà. Si on n'est pas pressé pour le statut et qu'on est en fin d'année, il vaut mieux attendre l'année suivante par rapport à ça. Parce qu'après, les communes, ouais, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros. Enfin, j'en ai encore jamais vu, mais voilà, dans la fourchette, c'est entre, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros. À noter aussi qu'il n'y a pas de frais de clôture en cas d'abandon de projet. Voilà, si on lance son activité et qu'on se rend compte au bout d'un an que ça ne fonctionne pas ou qu'on change de projet, euh, bah, autant le fermer assez rapidement parce que forcément, la CFE, par contre, va continuer. Donc, des fois, il y en a qui ont arrêté leur activité mais qui n'ont pas fermé officiellement. Et du coup, un an après, ils reçoivent une charge à payer. Voilà, c'est toujours embêtant. Dans les autres besoins qu'il pourrait y avoir, donc quand on est donc sur une présence terrain, donc comme l'a dit Paul tout à l'heure, donc il faut avoir la carte pro. Il faut avoir bien sûr, également aussi une assurance responsabilité civile professionnelle. Donc ça c'est obligatoire d'avoir son assurance, donc c'est encore à payer. Donc voilà, selon les types d'assurance qu'on prend, voilà, ça peut aller, par exemple la mienne, moi je paye 250 euros, ça peut être un peu plus bien sûr, mais ça permet de pouvoir exercer et d'être assuré tant qu'on respecte les prérogatives qui sont avec son diplôme et voilà, qui sont indiquées sur la carte pro. La carte pro, elle est valable 5 ans, donc ça veut dire que tous les 5 ans, il faut la renouveler. Donc, il faut faire les démarches, voilà, c'est assez rapide aussi, mais il faut penser à le faire pour pouvoir être en règle. Et après, de façon optionnelle, donc là, c'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. À savoir, quand on est indépendant, bah forcément, on n'a pas la sécurité de l'emploi et voilà, on n'a pas, si on ne peut pas aller travailler, on n'a pas de, on n'a pas de revenus. Donc après, on peut souscrire à une assurance perte de revenus pour ces moments-là où, voilà, quand on est malade ou blessé ou autre. Et également, on peut prendre une complémentaire retraite pour ouais, sécuriser un peu sa retraite. Voilà, c'est un peu le cas dans tous les types de métiers, mais c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on va dire, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Donc voilà, du coup, pour la partie administrative. Paul. Ouais, pardon, je ne trouvais plus le bouton pour activer le son. Du coup, c'est parfait. Du coup, j'ai passé la parole à Tanguy. Parce que là, on a eu du coup toute la partie sur est-ce qu'il faut mieux être, enfin, sur la partie micro-entrepreneur, donc être indépendant. Et il va également vous présenter, donc Tanguy, ce qui est du coup le salariat qu'il est possible de faire quand on est coach. Du coup, alors, Rémi, Rémi, il si tu faudrait peux que tu arrêter enlèves ton ton partage, partage ouais. d'écran, ouais. Et là, je peux mettre sur Tanguy. Parfait. Merci. Tanguy. Voilà, parfait. Bah, bonsoir à tous. Merci déjà à Nolio pour l'invitation pour ce webinaire. Donc, comme l'a dit Paul, donc, je suis entraîneur spécialisé cyclisme et course à pied et aussi au pôle espoir féminin de Chambéry. Pour cette première partie, donc, on va parler de la partie indépendant ou salarié. Donc avant de parler des avantages et inconvénients, on va d'abord définir ce que c'est.
Donc, d'abord, un indépendant, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui travaille pour soi. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément qui a pas de patron. Il a son propre compte. Donc, il y a différents types de statuts juridiques qui existent, comme l'a dit Rémi. Et ensuite, par contre, le salarié, à l'inverse, c'est quelqu'un qui travaille pour un patron. Donc, ses heures de travail et ses missions sont définies. Et il a donc forcément des comptes à rendre. Mais en contrepartie, donc, il va avoir un salaire. Alors que l'indépendant, lui, vraiment, s'il travaille et s'il rend du chiffre d'affaires, il va pouvoir se dégager un salaire. Alors, au niveau des avantages et inconvénients, donc forcément, les avantages d'un statut, ça va être les inconvénients de l'autre. Donc, pour le premier, donc au niveau de l'indépendant, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est liberté des horaires. Donc, ça permet d'avoir plus de flexibilité dans sa vie personnelle et sportive, par exemple. Donc, ça permet, par exemple, de pouvoir s'entraîner au moment qu'on veut ou bien d'aller chercher les enfants à l'école si on le souhaite. Pas être attaché à un lieu de travail fixe. Donc, quand on fait du coaching en ligne, ça nous permet de travailler d'où on veut. S'il fait beau, on peut aller dans le sud travailler, on peut travailler de chez soi. Il n'y a pas besoin de se rendre au lieu de travail. Donc, ça fait gagner du temps et de l'argent. En moyenne, on peut vite passer 30 minutes à 1 heure par jour dans les transports en commun. Également, la variété de clients. En effet, on peut travailler aussi bien pour des particuliers que des professionnels, travailler avec des athlètes élites ou des enfants. Donc, ça permet vraiment de choisir avec qui on veut travailler ou pas. Et également travailler pour soi. Donc, si on estime qu'on a suffisamment de chiffre d'affaires dans un mois et que ça ne nous demande pas une charge de travail plus que 30 heures, ben, on peut s'arrêter à là. On n'est pas obligé d'arriver dans les standards de 35 à 39 heures, comme quand on a un statut de salarié. Par contre, donc les avantages en tant que salarié, ça va être la sécurité de l'emploi et moins administratif. En effet, toute la partie administrative dont a abordé Rémi, donc création d'entreprise, création d'un compte bancaire, les assurances, tout ça, on n'y a pas besoin. Également, il y a une sécurité, donc chaque mois, on a le salaire fixe qui va rentrer. Il n'y a pas de problème si on a un problème de santé ou autre, si on ne peut pas assurer ses missions, on va être quand même rémunéré. Également, la structuration et le travail en équipe. En effet, ça permet de travailler avec ses collègues, de pouvoir échanger, d'avoir des avis partagés sur ses méthodes de travail et également d'avoir un lien social. Parfois, quand on est en tant que coach à distance, la seule personne qu'on peut voir, c'est son ordinateur et sa plateforme Nolio. Donc là, ça permet de plus échanger. Et également, la clientèle est établie, donc on n'a pas besoin de faire tout plein de démarches, de devoir chercher sa clientèle. Donc, les clients sont déjà là. Ça peut être des athlètes d'une équipe pro ou autre, mais en tout cas, on n'a pas besoin de pousser, de devoir trouver des nouveaux athlètes. Et également, l'accès du matériel. Donc, en effet, quand on est coach, on a parfois besoin d'avoir un accès à un vélodrome, une piste d'athlétisme ou d'autres types de matériel comme un home trainer pour réaliser des tests. Donc, ça, en tant que salarié, parfois, ça peut être la structure qui le prend en charge. Donc, il n'y a pas besoin de devoir investir là-dedans, ou à moindre coût en tout cas. Pour la partie inconvénient, donc en tant qu'indépendant ou auto-entrepreneur, il n'y a pas de sécurité financière et sociale. Donc, ça veut dire que si on a un problème avec pas de clientèle, on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas de sécurité financière. Donc là, c'est vraiment un des plus gros inconvénients. La partie administrative aussi, et responsabilité s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc pas de salaire à la fin du mois. On part de zéro aussi, donc à part son réseau personnel, quand on commence son activité, on n'a pas de clients, pas de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment un travail de fond et c'est vraiment petit à petit qu'on va pouvoir trouver ses premiers clients et développer son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment un des plus gros inconvénients. Et également jongler entre vie pro et perso, donc on travaille en son nom, on faut parfois savoir couper et si on a le retour d'une séance ou d'une compétition d'un athlète le samedi à 21 h, on n'est pas obligé de lui répondre et de lui dire bravo, tu as fait une belle perf, et ça peut attendre le lundi. Donc savoir vraiment peser le pour et le contre entre répondre à un message ou non. Ensuite, les inconvénients en tant que salarié, ça va être les horaires imposés. Ça va être difficile de pouvoir organiser son temps de travail comme on le souhaite. Du moins, dans certains cas, c'est plutôt compliqué. Il y a souvent un lieu de travail qui est fixe, donc ça oblige de se rendre au travail, de prendre les transports en commun, sa voiture. Donc ça, c'est du temps, c'est également de l'argent. Il y a des règles et des processus de travail qui sont fixes, donc on c'est pas forcément
autoriser d'innover dans des méthodes de travail, de pouvoir appliquer des méthodes d'entraînement libre. Donc, parfois, c'est un petit peu imposé. Peu d'évolution dans les revenus aussi. Donc, en tant qu'indépendant, plus on a de clients, plus il y a de revenus. C'est assez simple. Alors qu'à l'inverse, si on est salarié aussi, c'est pas forcément parce qu'on va vous rajouter des athlètes en coaching que vous allez gagner plus d'argent. Donc, c'est vraiment plutôt dans votre temps de travail hebdomadaire et pas non plus au nombre de clients que ça va être déterminé. Et enfin, donc hiérarchie, subordination. Donc, on a des supérieurs à qui on doit obéir. On a des comptes à rendre, aussi bien sur la qualité du travail que le temps de travail. Donc, on n'a pas autant de liberté que lorsqu'on est indépendant. Et donc, voilà, on a les deux statuts. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc, c'est pour ça que après avoir passé ces diplômes, au moment de devoir choisir quel statut choisir, il faut vraiment avoir les deux parties en tête pour pouvoir faire son choix. T'as terminé, Tanguy? Voilà, je te laisse prendre la main. Ouais, Paul. Parfait. Alors, du coup, bon, on a traité donc, du coup, toute la première partie sur l'organisation de son travail. On va désormais parler du coup de la relation à la clientèle et on va passer directement sur la partie trouver ses premiers clients. Maxime, est-ce que tu veux commencer? Comme vous voulez. Eh ben, allons-y, hein, parce que ouais, comme tu avais une partie là-dessus, je te laisse commencer. Après, Tanguy, il avait aussi des choses à dire sur comment trouver ses premiers clients. Donc, on te laisse déjà te représenter et puis commencer. Ok, ça marche. Je vais juste voir si ça fonctionne bien. Ça a l'air. Hop, Voilà, parfait. ok. Fait que je sais pas trop ce que tu as dit sur moi, Paul, si c'est toi qui m'as présenté. Ouais, bah, Euh, on a dit tes temps, que au marathon et au semi-marathon, on a dit ta structure de coaching et puis que tu maîtrisais assez bien les réseaux sociaux. ok, bah écoute, merci pour la présentation. Ouais, c'est ça. J'ai plusieurs casquettes. Je suis coach, je suis entrepreneur aussi, parce que maintenant ça a dépassé un peu juste la fonction de coach. Et je suis athlète. J'essaye de me diriger vers le haut niveau, même si je suis déjà à un certain niveau, mais vraiment vers le haut niveau. Fait que je suis dans un niveau un petit peu bâtard en ce moment où oui, c'est bien, mais on est encore loin du top 5-10 français. Fait qu'il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Mais c'est pas vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Fait que j'ai pas fait beaucoup de diapos, hein, je suis désolé, j'ai pas eu un énorme temps pour préparer tout ça, mais ça va être plus voilà, parler un petit peu comme ça tranquillement. Fait que moi j'y suis allé par question en fait. C'est une question qu'on me pose quand même souvent, là, on va dire quelques fois par mois. C'est est-ce qu'il faut faire payer ses premiers clients? Puis moi, c'est une question que je me suis posée aussi au début. C'est vraiment mes éléments de réponse. Il y a plein de façons de voir les choses. Fait que moi, la façon dont je vois les choses, c'est que ça peut être intéressant pour quelques clients, puis là, ça se compte sur les doigts d'une main, de proposer un service gratuit. Surtout quand on est jeune au début, on n'a pas beaucoup d'expérience. Et je pense que c'est important d'avoir déjà l'expérience, de savoir si c'est ça qu'on aime faire. Donc, on peut faire ça avec la famille, avec un ami ou etc. Par contre, je pense qu'il faut assez vite se professionnaliser parce que, comme je vois les choses, un service gratuit, souvent, on y apporte moins de valeur aussi. En général, ce qui est gratuit, sauf si c'est vous le produit, puis là, c'est un autre sujet de conversation, le client va y apporter moins de valeur. Fait que moi, j'ai tendance à dire oui, faites-le sur quelques personnes, mais très vite, commencez à vous professionnaliser parce que bah, c'est un gage de qualité et de professionnalisme. Donc, ce sera un petit peu ma réponse là-dessus. Pourquoi les sportifs prennent du coaching? Fait que ça, je pense, c'est la première question à se poser quand on veut lancer son activité de coach, c'est de se mettre dans la peau de la personne qui va acheter un service de coaching. Puis moi, j'ai une formation de psychologie, je termine mon doctorat cette année, fait que j'ai vraiment une vision très psychologique des choses, mais c'est pas du tout la seule. Euh, on n'en parle pas beaucoup, mais un gros moteur dans la performance sportive et dans le coaching, c'est la frustration. Pourquoi c'est la frustration? Parce qu'en général, quand un athlète sous-performe ou alors plateau au niveau des performances pendant plusieurs mois ou plusieurs années, il va y avoir une frustration. Et cette frustration, en général, elle va se résoudre en proposant une solution. Et la solution, c'est vous. C'est le service de coaching. C'est la croyance que, en prenant un coach, on va pouvoir débloquer ses performances. Fait qu'il ne faut pas oublier que la motivation, il y a à la fois des choses positives et négatives qui peuvent mener à cette motivation. Alors, en psychologie, on appellerait ça une motivation no-go. C'est une motivation un petit peu négative, entre guillemets, mais ce n'est pas nécessairement un problème. Fait que comprendre que vos clients, des fois, ils viennent avec un problème et une frustration, c'est assez important sur la manière de communiquer.
Il y a aussi une motivation plus positive qui est la performance. Des fois, ça va bien, mais on a envie de performer un peu plus. Il y a quand même un poil aussi de mécontentement, mais on est quand même content de ses chronos et on veut aller la coche au-dessus. Un gros point aussi que j'ai vu avec mes coureurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des boulots qui leur prennent 30, 40, 50 heures par semaine. Ils ont une vie de famille, ils ont plein de trucs à gérer dans leur vie. Et du coup, c'est une charge mentale, en fait, de faire son plan d'entraînement, etc. Fait que c'est ce que j'appelle déléguer. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir pour déléguer l'entraînement. Donc ça, c'est très important et on est là pour ça. Il y a la relation aussi. En général, quand on cherche un coach, on cherche une relation qui est un peu privilégiée. Il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans avec la relation coach-athlète. Et des fois, ça ressemble presque aux relations père-fils ou mère-fils, ou etc. Fait qu'il y a quelque chose de très important là-dedans. Et il y a la communauté. Alors ça, je le mets en dernier parce que je pense que créer cette communauté, c'est-à-dire le groupe, c'est l'aspect le plus difficile à faire. Ça veut dire déjà qu'on a beaucoup de gens et il faut créer une culture de groupe, il y a du leadership, c'est très long. Personnellement, je commence à voir chez Runwise une communauté, mais ça a pris vraiment du temps. Il y en a qui le font très bien, hein. Running Addict, par exemple, il est très fort pour créer un élément de communauté et je pense que c'est ce qui fait que les gens vont rester à la fin, en fait, c'est le groupe. Et finalement, il y a la fierté d'appartenir à ce groupe. C'est une émotion qui est centrale dans le sport, autant au niveau des performances qu'au niveau de l'appartenance au groupe. On est fier et c'est pour ça qu'on va porter du merch, qu'on va porter un t-shirt au nom de son équipe, etc. Fait que ça, c'est des éléments qui sont importants. Ok, fait que ça, on comprend la théorie générale de pourquoi les gens vont prendre du coaching, mais la vraie question, c'est pourquoi les gens vont prendre votre coaching et pas celui d'un autre. Parce qu'il y a plein de personnes qui proposent du coaching, ok? Fait que il y a un concept que j'aime beaucoup en psychologie qui s'appelle unfair advantage. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a tous quelque chose de particulier en nous. Ça peut être notre personnalité, mais ça peut être aussi des compétences qu'on a apprises. Par exemple, je prends mon exemple pour moi, j'ai fait 10-15 ans de psychologie. Du coup, j'ai une vision du monde qui est très axée sur la psychologie et qui peut parler à plein de gens. C'est un peu ce qui me démarque. Ce qui va me démarquer, ça va être mon niveau de performance. Je fais 2,15 et pour certains, 2,15, ça va être un argument de vente, entre guillemets, de si ce gars fait 2,15, ça veut dire qu'il propose du bon coaching. Ce qui est entre nous, pas vraiment rapport, mais c'est comme ça souvent que les gens vont penser. On peut être un très bon coureur et être un piètre coach et vice-versa. Mais voilà, l'être humain n'est pas toujours rationnel à ce niveau-là. Fait que utiliser son unfair advantage, ça nécessite de se connaître. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qui vous démarque. Puis on en a tous. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas quelque chose qui le démarque. Puis des fois, c'est des trucs tout bêtes. Il y a des gens, ils sont juste beaux. Ils ont juste une bonne gueule et c'est ce qui fait qu'on va avoir envie d'être avec eux. Il y a vraiment des trucs tout bêtes là. Fait que, et ça peut être sur tous les domaines. L'humain, c'est un être d'émotion. L'être humain, c'est pas la créature sur Terre qui réagit le plus rationnellement de façon générale. Et un exemple de ça, c'est lors des élections politiques. Vous allez avoir des discussions avec votre famille, vos amis, et combien de personnes vont lire le programme du candidat en entier? Pas grand monde, ok? Mais qui va savoir exactement pour qui voter le jour des élections? La plupart des gens. Fait que ça prouve que l'être humain n'est pas toujours un être rationnel. Et je pense que dans la prise de décision du coaching, il y a quand même une grosse partie d'émotionnel, d'inconscient et de je fais mon choix en mode gut feeling. Je comprends pas exactement pourquoi, mais je le fais. Fait que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les coachs? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir vers vous, ils savent pas vraiment pourquoi, ils aiment peut-être juste votre gueule. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont pas vouloir être coachés par vous pour les mêmes raisons. Et ça, il faut être prêt, quoi. Mais aussi, il y a de la rationalité, heureusement, et il y aura beaucoup de est-ce que cette personne, elle a les compétences pour me coacher? Et à la fin, je pense que c'est ça qui est le plus important. Fait que démontrer sa compétence, on va en parler plus tard sur les réseaux sociaux, et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est une relation de confiance qui va se créer à travers les semaines, les mois et les années. Ok, je pense que c'est bon pour un call. Yes, c'est bon. Merci pour cette partie. Il me semble que Tanguy aussi, il avait ses petits tips à donner pour trouver ses premiers clients. C'est ça. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est tout bon? Ouais, c'est bon. Impeccable. Donc, pour trouver ses premiers clients, déjà avant de les trouver, il faut se connaître. Donc, déjà, la formation, donc, comme l'a dit Paul, il y a les BPGEPS, DEGEPS, licence TAPS. Donc, déjà, on peut se demander qu'est-ce que j'ai le droit de faire, avec quel public. Également, on peut se demander quelles sont mes connaissances. Si on vous parle de lactatémie, d'hypertrophie, de seuil ventilatoire, est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que ça va être plutôt du simple encadrement ou de l'apprendre, du savoir rouler à vélo? Donc, c'est vraiment savoir quelles sont mes compétences, quelles sont mes connaissances. Également, quelles sont mes envies. Donc, est-ce que j'ai envie de m'adresser à un public haut niveau
des athlètes professionnels ou si c'est plutôt avec des gens qui veulent juste être en forme, atteindre leur objectif, ou plutôt des enfants donc, qui veulent découvrir une pratique. Et enfin, donc, quel est mon réseau? Donc, comment est-ce que je vais pouvoir toucher mes premiers clients? Donc, ça peut être aussi bien les personnes de mon club d'athlétisme, ça peut être mon oncle qui a une salle de sport. Donc là, c'est des clients potentiels. Vraiment savoir qu'est-ce que je peux mettre en place pour trouver mes premiers clients. Également, donc, faut savoir quels sont les différents types de clients. Donc, il y a différents types. Ça peut être les particuliers, donc des personnes qui veulent atteindre leur objectif dans leur sport. Ça peut être la course à pied, le triathlon, n'importe quel sport. Leur but, c'est pas forcément la performance, mais c'est vraiment d'atteindre leur objectif. Ça peut être un 3 heures au marathon, comme un 2h15, ou simplement de le finir. Donc, il n'y a pas forcément de niveau. Ensuite, ça peut être des fédérations, des pôles sportifs, des centres de performance. Donc là, parfois, même souvent, il y a besoin d'entraîneurs pour encadrer tout ça. Ça peut être auprès de personnes qui viennent faire des tests, ça peut être des athlètes d'un certain âge. Donc là, il y a aussi besoin d'entraîneurs. Et après, ça peut être des clubs ou des équipes professionnelles. Donc là, ça va être de l'accompagnement pendant les entraînements, pendant toute l'année, et aussi aller sur les compétitions, donc vraiment vivre le sport avec eux. Donc c'est vraiment un travail sur le long terme. Et après, avec ça, donc on peut croiser, il y a les différentes structures, mais aussi les différents types de publics. Donc ça peut être des athlètes élites, athlètes professionnels, donc membres de l'équipe de France ou d'une équipe professionnelle. Les entreprises aussi. En effet, il y a des entreprises qui mettent en place des créneaux de sport pour leurs salariés. Donc ça peut être pour le bien-être. Il y a des budgets dédiés à ça. Donc il y a aussi des coachs qui peuvent être sollicités pour ça. Ensuite, les enfants, donc pour découvrir la pratique d'un sport, donc école de vélo ou école d'athlétisme. Donc voilà, c'est vraiment des publics différents. Et après, les pratiquants loisirs qui ne sont pas forcément là pour la performance. Donc avant de trouver ses premiers clients, il faut vraiment savoir à qui on va s'adresser. Et c'est en fonction de ça qu'on va adapter son discours et ses différentes offres. Donc, quand on a vraiment choisi sa cible, il faut définir son offre, donc les contenus qu'on va pouvoir proposer, ses méthodes de travail, ses tarifs et spécialisation. Donc, si on va s'adresser à une équipe professionnelle ou à des particuliers, on ne va pas proposer la même chose. Donc, il faut vraiment être le plus précis possible. Comment se faire connaître? Ça va être sur les réseaux sociaux, en allant sur les événements, les compétitions et ses connaissances. Le plus important pour se lancer, ça va être son réseau personnel. C'est le bouche à oreille qui va pouvoir permettre de se développer rapidement. Et avec fidéliser ses premiers clients, c'est grâce à ça vraiment qu'on va pouvoir trouver ses premiers clients. Ça va faire effet boule de neige. Donc si ses premiers clients sont satisfaits, ils vont forcément en parler à leur entourage, donc à leur famille, à leurs amis, les gens du club. C'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir trouver ses premiers clients. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant des partenariats ou de la recommandation. Donc, ça peut être aussi bien à son magasin spécialisé chez qui on va ou des marques partenaires de vêtements. C'est vraiment comme ça qu'en activant différents leviers qu'on va pouvoir trouver ses premiers clients. Ok, merci Tanguy. Ouais, c'est vrai que les fédérations, les clubs, les structures, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais c'est autant de clients potentiels. Je vais passer la parole à Rémi. Ouais, d'ailleurs, si tu passes la parole à Rémi, c'est parfait. Est-ce que ouais, vous avez des petits retours d'expérience du coup concrets de comment vous avez trouvé vos premiers clients, que ce soit toi, Maxime, ou toi, Rémi, comment vous avez fait pour le. Bah, du coup, on a vu un peu sur la théorie, mais en pratique. Euh, ouais, je peux commencer si tu veux, Tanguy. Je t'en prie, Euh, vas-y. ok, merci. Euh, je pense que ça s'est fait par contact direct quand j'ai commencé à créer du contenu sur Internet. J'ai jamais vraiment eu de vrais clients avant d'avoir commencé une activité de communication sur Internet personnellement. Mais j'avais coaché gratuitement tu sais, des amis, plusieurs amis, puis j'étais assistant coach pendant plusieurs années aussi avant à l'université là. Mais je te dirais que c'était contact direct, genre est-ce que tu pourrais me coacher? Et je pense que c'était même juste avant que je commence sur Nolio, là, pour te dire. Là. Il y a eu une toute petite partie de ma vie où j'ai fait du Excel. On va y revenir tout à l'heure, puisque c'était un peu compliqué, laborieux, on va dire. Ok, Ouais, merci. pour ma part, à titre personnel, donc c'est 50-50, c'est plutôt sur du relationnel avec des personnes que je connaissais, donc de mon entourage, ou des amis des amis, donc c'est comme ça que sont venus les premiers clients.
Et aussi le lancement sur les réseaux sociaux, je l'ai pas mal lié à mon compte personnel pour se lancer. C'est comme ça qu'on touche le plus de monde au début. Donc, réseaux sociaux et sites internet, c'est comme ça que j'ai pu avoir les premiers clients. Et voilà, je pense que c'est vraiment trouver un équilibre entre les deux pour pouvoir se lancer sur le long terme. Ouais. Et ouais, moi, de mon côté, ben, j'avais eu la chance d'avoir déjà un réseau assez conséquent en me lançant. En fait, j'étais déjà pas mal investi bénévolement au niveau de mon club d'athlétisme. Donc, j'avais déjà ça. Après, en tant que coureur, j'avais un partenariat avec un magasin de running. Donc, voilà, en contrepartie d'un peu de matériel, je faisais déjà quelques animations au sein du magasin. J'étais déjà aussi ambassadeur pour Salomon, donc on faisait aussi des animations avec la marque. Donc, c'est vrai que quand j'ai voulu me lancer, c'était assez rapide parce que j'avais déjà un réseau assez large sur le secteur grenoblois. Donc, c'était assez vite. Trop bien, merci. Du coup, je crois que tu allais enchaîner, Rémi, donc Il je te allait laisse la enchaîner. parole. Ouais. Et du coup, alors, on va enchaîner sur l'autre partie. Donc, c'était sur travailler à mi-temps ou à plein temps. Alors, je vais partager mon écran. Hop, voilà. Donc d'ailleurs, ouais, pour resituer un petit peu le contexte, donc moi, ça fait à peu près ouais, une dizaine d'années que je fais du coaching, donc à la fois en ligne et également sur le terrain. Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Tanguy, voilà, moi j'interviens chez enfin, chez le public loisir et également sur l'entreprise avec des créneaux d'entreprise. Et personnellement, donc avant de faire du coaching, j'étais comptable pendant 12-13 ans. Euh, et donc voilà, pour rebondir que voilà, quand mon activité de comptable s'est arrêtée, pendant un petit moment, j'ai travaillé à mi-temps, donc, et à la fois en tant que comptable et en lançant mon activité. Et après, bah, voilà, le déroulement a fait que je suis passé directement, pas complètement à temps plein. Donc quand on est à mi-temps, hop, donc voilà, on peut être donc soit à temps partiel, soit à temps plein. Donc, les avantages qu'il va y avoir à temps partiel, c'est qu'on va avoir une part de revenus fixe. Voilà. Quand j'entends temps partiel, c'est avoir un, un emploi, on va dire, traditionnel, euh, en plus de son activité d'indépendant. Donc, on aura une part de revenus qui va être fixe. On va avoir la protection sociale et voilà, un peu plus de sécurité. Donc, c'est quand même non négligeable, surtout quand on se lance. Et bah, ça peut permettre de garder du lien social, surtout si la partie coaching, on l'a fait principalement à distance. C'est vrai qu'on travaille de façon assez isolée. Donc voilà, si on a un emploi à côté, ça permet de voir, voilà, d'avoir des collègues, d'autres personnes, et également bah, d'avoir quelque chose aussi en dehors du sport. C'est vrai que quand on fait du coaching à temps plein, bah, tout tourne un petit peu, enfin, beaucoup quand même autour du sport. Donc c'est bien d'avoir un pied quand même à côté pour parler, pour avoir d'autres centres d'intérêt. Les inconvénients, c'est qu'il faut gérer deux activités sur une même période. Donc c'est un peu plus compliqué pour organiser son temps, d'autant que le coaching, ça peut demander d'être quand même assez réactif. Donc c'est vrai que si on est en train de travailler sur son autre emploi, ça peut être limitant, hein. Enfin, moi, je sais que personnellement, quand je faisais les deux, ouais, les jours où j'étais sur la comptabilité, des fois je recevais des messages à 11h30 pour quelqu'un qui me posait des questions sur sa séance du midi. Bon, voilà, on ne pouvait pas être trop réactif. Donc c'est une des limites. Et puis également, ouais, il peut y avoir des périodes où ça va être très chargé sur les deux domaines. Dans son emploi traditionnel, il y a des périodes de bourre aussi, et ça peut être également le cas sur les périodes de coaching où on a ouais, un peu plus de demandes, un peu plus de travail à fournir. Et si les deux tombent en même temps, ça peut être compliqué à gérer. Et après, voilà, l'autre aspect négatif aussi, c'est que si on fait cette méthode de travailler en temps partiel
dans l'idée de développer son activité de coaching, ben, à un moment donné, l'activité de coaching va quand même grossir et ça va commencer à être très difficilement conciliable avec l'autre emploi. Donc voilà, il faut bien trouver la part des choses pour pouvoir tenir. C'est vrai que si on est à mi-temps sur un emploi traditionnel et qu'en plus on fait 30, 35 heures, 40 heures à côté en coaching, ça va faire du volume. Sur le côté temps plein, donc l'avantage du temps plein, c'est que voilà, ça va être plus pratique pour gérer son temps, puisqu'on aura tout son temps dévolu sur le temps, sur l'activité de coaching. L'avantage, c'est qu'on va, comme disait Tanguy tout à l'heure, on va avoir des revenus qui vont être proportionnels au travail. Donc, plus on a de prestations, plus on a d'athlètes, et forcément, les revenus vont augmenter. On peut s'impliquer complètement à 100% dans son projet professionnel. Et puis, ça donne une certaine valeur à ce travail. C'est aussi plus motivant quand on travaille pour soi. Enfin, voilà, moi, je prends mon exemple avec des fois en comptabilité. Voilà, c'est que des chiffres. On se demande un petit peu voilà, quel est l'intérêt des fois de tout ça. Alors que quand on travaille pour soi, voilà, il y a plus d'heures à faire, s'il y a plus de travail à fournir, bah, ça a du sens parce qu'on fait pour soi, pour ses athlètes, pour des gens qu'on connaît, c'est quand même plus motivant. Les inconvénients, si on est à temps plein de coaching, ben, pas forcément de travail en équipe, encore que, bon, pour avoir tout à l'heure, ça peut être le cas quand même d'avoir une équipe. Mais voilà, c'est un peu l'inconvénient voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tout va tourner un petit peu autour du sport et de sa passion, donc c'est plutôt une bonne chose, mais voilà, c'est quand même bien aussi de pouvoir changer un petit peu de sujet de temps en temps. Rémi, du coup, il y a des Voilà. cas aussi, je ne sais pas si tu as, enfin, tu en vois peut-être dans ton entourage entre guillemets, le mix de ce que de temps partiel, temps plein, mais au final que dans le coaching, parce que nous, on le voit assez souvent avec nos lots des coachs qui sont salariés à mi-temps d'un club et coach privé de l'autre côté. Euh, voilà, savoir que c'est aussi une possibilité. Parfois, les clubs voilà, proposent pas toujours des emplois à 100% parce ils ont pas forcément les moyens ou il n'y a pas le besoin. Donc, ça peut être aussi un moyen de faire exactement voilà, tous les avantages et inconvénients qu'a dit Rémi, mais potentiellement que dans le coaching. Donc, ça change pas forcément les inconvénients et les avantages, mais voilà, ça peut, pour quelqu'un qui voudrait faire que du coaching et pas deux jobs différents, ça peut exister aussi. Même si, on va Oui. dire, je pense que c'est pas mal aussi des fois de voir un peu autre chose, quoi. Ouais, c'est vrai que enfin, dans les emplois enfin, salariés dans le sport, enfin, c'est quand même enfin, assez régulièrement qu'il y a des emplois à mi-temps ou en tout cas à temps partiel, mais pas des temps complets. Donc c'est vrai que le coaching peut permettre de compléter cette activité. Ouais. Carrément, carrément, carrément. Du coup, donc merci Rémi ouais, pour cette partie sur les avantages et les inconvénients. Je pense que du coup, on a bien vu. On va passer sur la partie bah, qui est en lien avec trouver sur ses premiers clients, c'est communiquer sur son travail. Du coup, je propose qu'on commence par Tanguy, qui du coup ouais, lancé récemment son compte, toute sa campagne de communication. Donc voilà, je te laisse en parler, Je Tanguy. partage. Ouais, tout bon. Donc, ouais, on a défini ses offres, on a trouvé sa cible de clientèle. Ensuite, bah, pour trouver les premiers clients, il va falloir communiquer sur son travail, sur son entreprise. Donc, on va commencer par définir son identité visuelle. Donc, si je vous parle de Nolio, on pense à quoi? On pense au bleu, on pense au logo blanc et bleu. Donc, le but, c'est vraiment d'être reconnaissable. Les clients, ils vont vraiment vous reconnaître grâce à ça. On ne peut pas se permettre d'avoir un logo une fois vert, une fois rouge. Ça ne marche pas. Donc, vraiment avoir de la cohérence dans comment on va communiquer. Et à partir de ça, on peut aussi créer son site internet. Donc, de nos jours, il y a vraiment des outils assez simples pour créer un site internet. Pour exagérer la chose, en 2 heures presque, on peut avoir un site internet qui est assez propre. Il y a des templates avec des sites comme WordPress ou Wix qui permettent d'avoir des choses assez simples et très peu coûteux. Et après, si on veut vraiment pousser la chose un peu plus loin, dans l'identité visuelle, on peut créer des produits dérivés, donc avec du textile. Mais ça, c'est peut-être pas la priorité. C'est vraiment le but d'avoir un logo, des couleurs et une police cohérente et qui soit tout le temps la même. Ça, c'est le premier point quand on veut se lancer et communiquer sur son entreprise. Et quand on va communiquer, du coup, ça va être sur une partie digitale, surtout de nos jours.
Donc, on va choisir les bons réseaux sociaux. Il y en a un bon nombre, donc Facebook, Instagram, TikTok. Après, on peut vraiment chercher un peu plus loin. Donc, c'est vraiment trouver les bons contenus à poster sur quel réseau social. On va pas poster la même chose sur LinkedIn et sur TikTok. Donc, il y a des contenus qu'on va croiser. Et surtout qu'on peut toucher différents types de clients selon les réseaux sociaux. Donc, il y a des formats vidéo verticales, à l'horizontale, des posts un peu plus, comment dire, un peu plus sérieux. Donc, c'est vraiment trouver le juste milieu et trouver quel contenu publié sur quel réseau. Et on va pas faire de chaque coach un community manager, mais l'idée, c'est d'avoir aussi un calendrier éditorial, de savoir quoi poster à quel moment. C'est vraiment une communauté, les gens qui nous suivent. Donc, c'est de leur donner de nouveaux nouvelles, donner des nouvelles de ces athlètes de manière régulière et aussi de valoriser ces athlètes. C'est aussi grâce à ça qu'on va pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Si on tag nos athlètes, si on tag les marques partenaires ou des magasins, ça va inciter au repartage et forcément toucher un plus grand nombre de personnes. Et si on touche un plus grand nombre de personnes, ça fait aussi des athlètes potentiels, enfin des clients potentiels. Et après, pour vraiment toucher l'excellence et vraiment se démarquer des autres coachs, le but, c'est d'avoir une attention aux détails. Donc, c'est trouver des bonnes photos, des bonnes vidéos à partager sur les réseaux sociaux. C'est sûr que si on prend les photos faites de très loin ou avec un appareil photo de mauvaise qualité, ça ne donnera pas envie aux gens de vous suivre. Donc, vraiment, trouver des belles photos, inclure des liens vers son site internet, par exemple, des liens cliquables. Euh, c'est vraiment des petits détails qui permettent de faire la différence et de trouver de nouveaux clients. Et comme j'ai dit, donc identifier les athlètes, les partenaires, utiliser des mots-clés pertinents. Il y a aussi les hashtags qui permettent de trouver un plus grand nombre de personnes. Donc, c'est vraiment des petits détails qui permettent de trouver un plus grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux. Pour avoir un ordre d'idée, Tanguy, toi, par exemple, tes athlètes, c'est plus via ton site web, via les réseaux sociaux. C'est quoi un peu la répartition? C'est plutôt sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, forcément, j'ai le lien vers mon site internet. Mais c'est plutôt sur la partie réseaux sociaux que j'ai pu trouver les premiers athlètes. Mais forcément, c'est pas c'est grâce à des posts vidéo ou des stories avec le lien cliquable vers mon site internet et vers les formules que je propose que j'ai pu trouver les premiers athlètes, que je coach du coup. Ouais. Ok, trop bien. Après, c'est quand même important d'avoir le site internet, même si c'est pas là-dessus qu'on va trouver les premiers clients dans un premier temps, mais faut quand même qu'ils soient là et que Oui, c'est bah, je pense que indispensable. je Ouais, pense que le site internet est indispensable parce que ça peut arriver. Au final, on est tous dépendants des plateformes et le jour où Instagram décide, parce qu'ils ont décidé chez eux, on ne sait pas trop pourquoi, que ton compte doit être supprimé parce que tu as enfreint telle règle alors que c'est pas le cas, mais tu peux rien faire. Bah, si tu mises tout sur ton compte, uniquement sur ton compte Instagram, par exemple, bah, Mm. voilà, tu es, dans l'os, donc tu es, un peu obligé de donc, ouais, multiplier les canaux et aussi d'avoir votre site web que vous pouvez contrôler. Euh, et voilà, même sur les recherches Google, etc. Même si, bon, est-ce que les gens du futur utiliseront Google, ça c'est un autre sujet. Mais ouais, ça permet d'être visible aussi. C'est Euh, ça, à savoir que nous, on propose qu'il n'y a pas du tout un but de remplacement d'un site internet, mais on propose aussi une petite page entraîneur sur Nolio qui permet voilà, d'être référencé aussi sur Google et, euh, et voilà, d'avoir un mini site vitrine, même si, comme je dis, ça remplace pas un site. Et c'est pareil, vous êtes de la même manière que ce que j'ai dit pour le reste, dépendant de Nolio. Donc voilà, dans tous c'est les cas, ça. multiplier les canaux, quoi. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir croiser les canaux, la page Facebook, le site internet, la page Nolio aussi qui permet de mettre les différents sports dans lesquels on coach, également de créer des plans d'entraînement personnalisés pour vraiment qu'on les utilise et qu'on les mette en avant sur son réseau social. Donc le but, c'est vraiment de tout croiser. Et après, on peut aller un peu plus loin que juste les réseaux sociaux et mettre en avant des supports print. Donc ça peut être des cartes de visite, des flyers qu'on peut distribuer sur des événements. Créer un team athlète, ça c'est sûr que c'est pas dans un premier temps, mais après, dès qu'on a une communauté qui est assez forte, les athlètes aiment bien courir sous les couleurs de leur entraîneur ou de leur team. Donc voilà, créer un team d'athlètes participer à des salons ou des événements. Ça peut être en tant qu'exposant ou même juste venir sur les événements, se faire connaître. C'est aussi en allant sur les courses qu'on peut trouver des clients potentiels. Donc, il faut vraiment être présent partout.
Et après, on peut aller encore un peu plus loin avec de la presse ou des newsletters ou même la radio. Donc, le but, c'est vraiment de croiser, d'être présent sur plusieurs supports. Ok, super, merci Tanguy. Du coup, bah, je vais passer la parole à Maxime, parce que Maxime, moi, on va pas se cacher que, ouais, il a 30 000 abonnés sur YouTube, enfin 30 000, les chiffres exacts, et 39 000 36 000, pardon, 36 000 sur YouTube et 31 000 sur Instagram, je vais y arriver. Du coup, niveau communication, à mon avis, il a aussi des bonnes astuces à nous partager. Ouais. Et j'oublie aussi le podcast, alors que je Ouais. l'écoute régulièrement. T'as ton micro, Maxime? Ouais. Pardon. Oui, j'en ai même pas parlé du podcast dans la présentation, je l'ai mis dans le YouTube, mais c'est un bon point. Hop. Fait que je suis vraiment d'accord avec tout ce que Tanguy, pardon, a dit. L'avantage, c'est que je vais parler d'un truc un peu différent, mais c'était vraiment que des bons points. Fait que juste merci Tanguy pour ces bons points-là. Est-ce qu'il faut aller vers la plateforme à la mode? C'est une vraie question qu'on se pose parce que moi, ça a été la question que je me suis posée quand j'ai commencé. J'ai envie de faire du contenu, mais il y a plein de façons de faire du contenu. Je vais où? Euh, il y a vraiment, vous allez entendre plein d'avis là-dessus. Fait qu'encore une fois, je vais juste vous donner le mien avec mon expérience. Personnellement, je pense qu'il faut vraiment pas aller vers la plateforme à la mode. Je pense qu'il faut aller vers la plateforme qui nous correspond. Puis c'est un peu ça que je vais développer dans les prochaines minutes. Et des plateformes, il y en a plein. Je pense que Tanguy en a très bien parlé. Je ne vais même pas toutes les citer tellement il y en a, mais celles que je trouve les plus pertinentes pour le coaching, il y a le blog, fait que, il y a Strava, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a LinkedIn aussi. Et comme je vous disais, je pense qu'il faut trouver la plateforme qui nous correspond. Fait qu'on va développer un petit peu chacune des plateformes. Fait que les blogs, je trouve que c'est très bien pour commencer parce que c'est assez simple et peu coûteux. S'il y avait une plateforme que je pouvais recommander, ce serait Squarespace parce que je trouve que c'est eux aujourd'hui qui ont la meilleure façon de faire du design facile. Wix, c'est super aussi, mais c'est un peu plus technique. Et globalement, je trouve que les sites Squarespace sont un petit peu plus attractifs au niveau visuel. Mais ça, c'est mon avis. C'est intemporel. Je pense que le blog, il est toujours pas enterré, il le sera toujours pas. Personnellement, je suis un gros consommateur de Reddit, par exemple, et Reddit, quand on regarde la croissance, bah, ça va très bien. Fait que je pense que le contenu écrit a des avantages qu'on ne trouve pas dans le contenu vidéo, notamment qu'on peut scanner, qu'on peut s'y référer facilement, ce qui n'est pas le cas dans une vidéo malgré le système de chapitres et tout. Fait que pour moi, le blogging, c'est très bien encore. C'est pas du tout has-been là. Il y a aussi l'algo Google qui va jouer en votre faveur. Il va prendre votre blog et si ça fonctionne bien, s'il est bien écrit, s'il plaît, il va le mettre en face des gens qui veulent le lire. Fait que ça, c'est gratuit, hein. Par contre, le gros problème du blog, c'est que c'est peu communautaire. C'est-à-dire que c'est difficile de créer une audience juste avec du blogging. On peut le faire, c'est possible. J'en ai vu des exemples, mais je dirais que c'est pas la norme. LinkedIn. Je suis pas un grand fan de LinkedIn, fait que je suis pas le plus objectif pour en parler. C'est peu coûteux, c'est facile. Il y a une communauté qui est ce qu'elle est. Chacun a son avis sur la communauté LinkedIn. L'algo, il est bof. C'est pas une plateforme dont le but c'est d'aller chercher le contenu, de le montrer nécessairement. C'est très spécialisé quand même, compagnie, etc., corporate. C'est peu spécifique au sport. Quand on pense à LinkedIn, on pense pas au sport nécessairement. Par contre, c'est une audience quand même CSP+, voire CSP++. Et ça peut être intéressant si c'est ce que vous visez. Donc, c'est toujours savoir un peu qui est sur les plateformes. Strava. Alors moi, Strava, je suis un fan et je pense que c'est un des médias qui est le plus sous-coté pour le sport. Pourquoi? Parce que c'est une audience 100% qualifiée sur Strava. Les marques commencent un peu à s'en rendre compte, on le voit dans les partenariats, mais Strava, quand tu vas sur Strava, tu vas vraiment pour le sport. Et dans mon cas, je pense que 100% des gens qui me suivent sur Strava, ils courent. Donc, on ne peut pas trouver plus qualifié que ça, en fait. C'est très inspirant comme contenu. C'est du contenu qui va être plus émotionnel que éducatif, plus inspirant. Et c'est peu coûteux, il suffit de se faire un compte. Par contre, il n'y a pas d'algo. Fait qu'il n'y a pas d'algo pour le moment qui vont prendre votre contenu puis le mettre devant les bonnes personnes. Et je pense pas que ça va vraiment changer dans les prochaines années. En tout cas, ça va prendre du temps. TikTok. Alors, TikTok, je pense, je n'utilise pas vraiment TikTok. On a un compte, mais c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Je suis pas un grand fan de TikTok, je vais pas vous mentir. Le format très très court que j'appelle court au niveau de attention span là, c'est-à-dire on scroll, on scroll, on scroll. Je suis pas un grand fan parce que c'est un format qui peut être intéressant, mais pour véhiculer des idées un peu complexes, pour faire de l'éducation, c'est très difficile d'éduquer sur des notions complexes en 10 ou 15 secondes.
C'est aussi très difficile de créer une relation avec quelqu'un en 10 ou 15 secondes. Fait que quand on pense au coaching, on pense à relation. Fait que moi, je pense pas nécessairement à TikTok. Je suis sûr qu'il y en a qui vont y arriver avec TikTok. C'est pas ce que je recommanderais personnellement. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeunes sur TikTok. Fait que quand on vend du coaching personnalisé, c'est quand même un certain prix. En général, c'est pas cette population qu'on va viser en premier. C'est un format très court vertical. Le format vertical, c'est extrêmement difficile à bien faire. Plus c'est court, plus c'est difficile, hein. Si vous avez déjà essayé de résumer un long texte en 200-300 mots, vous vous êtes rendu compte que c'est encore plus dur que d'écrire le texte en entier. Et je dis que c'est peu éducatif parce qu'à la base, c'est que ça a quand même été créé pour d'autres choses. Il y a Instagram. Instagram, c'est un peu le même genre, format très court vertical. Les gens qui vont sur Instagram, ils sont pas en général là pour trop s'éduquer. On est plus dans du divertissement en général, hein. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Il y en a qui arrivent sur Instagram. Je pense par exemple à un compte sur Excel. Là, le mec, il arrive à faire plus de 200 000 abonnés, je pense, en donnant des conseils Excel. Fait que tout est possible, mais ça reste pour moi une minorité. Il y a un potentiel de viralité sur Instagram et TikTok qui est supérieur aux autres plateformes. Donc, si on a un coup de chance, on peut gagner des centaines d'abonnés juste sur un contenu. Est-ce que ça va faire une grosse différence? Pas nécessairement. Les abonnés, c'est pas la meilleure métrique selon moi. Et par contre, on peut développer une communauté, une relation avec sa communauté, notamment parce qu'on peut leur parler, les DM. Il y a beaucoup de gens maintenant qui utilisent Instagram pour envoyer des DM. Moi, je pense que c'est d'ailleurs la principale source de messages. Fait que pour moi, Instagram, c'est très intéressant. Mais celui que je préfère, puis vous l'avez sûrement deviné et de loin, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est YouTube. Alors, YouTube, je vais commencer par les inconvénients de YouTube, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée qui est extrêmement élevée. Et quand je parle de barrière à l'entrée, je veux dire autant techniquement que dans les skills que ça prend. Donc déjà, ça prend une caméra, ça prend du micro, ça prend des compétences en montage, en post-prod. Il y a énormément de choses à savoir sur YouTube et c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas, c'est parce que c'est vrai que c'est énormément de temps. C'est pour ça que j'ai mis time consuming. Euh, il y a une grosse barrière à l'entrée et ça va prendre du temps avant de comprendre comment ça marche. Quel genre de contenu? Il faut aussi payer quelqu'un pour faire les miniatures. Si vous le faites tout seul, 9 chances sur 10 que ça va pas être super joli. C'est ce que j'ai fait au début. J'ai mis du temps à me rendre compte que je n'étais pas un designer. Donc ça, je pense, c'est important de déléguer. Euh, les gros plus maintenant de YouTube, il y a une audience, il y a un phénomène d'audience sur YouTube que je trouve nulle part ailleurs. Si vous regardez le nombre de commentaires, par exemple, sur YouTube versus sur d'autres réseaux sociaux, premièrement, c'est très qualifié. Il y a énormément de bienveillance. Alors, je pense que c'est parce que les gens se rendent compte que ça prend du temps. Du coup, on attire que les gens qui... Il n'y a pas vraiment de haters sur YouTube, pour être honnête. C'est 0,1% dans mon cas, là. Il y a une relation qui se crée qui est énorme. Alors, plus c'est long, plus la relation se crée. Moi, depuis que je fais le format podcast, je me rends compte qu'il y a un genre de relation parasociale qui s'est installée. Quand je fais des community runs, les gens viennent vers moi comme s'ils me connaissaient déjà. Et des fois, c'est un peu déstabilisant. Et je pense que les gens passent tellement de temps avec vous au bout d'un moment que, ils vous connaissent, quoi. Fait qu'il y a une vraie relation. Et ça, je ne l'ai jamais retrouvé dans un autre réseau social. Quand les gens vont sur YouTube, ils ont le temps. Je pense que la session moyenne sur YouTube, c'est 20 ou 30 minutes de mes souvenirs. Fait que c'est énorme. Et c'est pour regarder du format long. Donc, les gens, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour passer un bon moment. Fait que c'est pour un coach, c'est très bon. Et surtout, l'algo YouTube est incroyable. C'est-à-dire que le but de l'algo YouTube, c'est de prendre votre vidéo et de comprendre ce qui se passe dans votre vidéo pour le mettre devant les yeux des gens qui seraient intéressés. Ça prend du temps au début, mais quand l'algo YouTube comprend vraiment votre style de vidéo, ça va être un peu le rouleau compresseur, quoi. Fait que ça va vraiment être des courbes exponentielles et pas linéaires au niveau de la popularité de votre contenu. Ensuite, il y a la newsletter. Tanguy, il en a parlé. Je pense que c'est hyper important. Puis Alexandre, tu faisais une bonne remarque. Si demain YouTube s'arrête, vous n'avez plus aucune trace de vos potentiels clients ou de votre audience. Et ça, c'est un peu embêtant. Fait que je pense que développer une newsletter, toutes les compagnies du monde ont une newsletter. C'est pas pour rien. C'est ce qui convertit le mieux. Ça va de pair en fait avec un réseau d'acquisition, donc c'est vraiment indépendant. C'est très intimiste aussi la newsletter. Moi j'ai commencé comme ça, j'adorais d'ailleurs écrire des newsletters. Puis les gens, on leur écrit directement, donc forcément il y a une relation qui se crée et c'est plutôt simple et rapide. Fait que newsletter, je pense que tout le monde devrait en avoir une, même si c'est pour écrire un mail par an, je pense que ça vaut le coup. J'ai pas parlé de certains réseaux sociaux parce que personnellement, je ne les utilise plus. Parce que je prends l'exemple de Facebook, c'est un super réseau social. Je pense que ça reste un réseau social qui est en train de disparaître petit à petit. C'est très vieillissant. On voit que petit à petit, il y a de moins en moins certaines tranches de la population. C'est une communauté qui est parfois, j'ai mis 3 petits points, là, j'ai pas trouvé l'adjectif exact, mais c'est pas toujours 100% positif, on va dire. C'est un algo qui est beauf. Je pense qu'ils n'ont jamais réussi à développer un algo aussi performant que YouTube.
Et c'est une tranche d'âge qui est de 40 ans et plus. Fait que ça peut être soit un positif, soit un négatif, selon ce que vous cherchez. Pour le coaching, je pense que c'est plutôt un positif pour le coup. Fait que c'est pas à exclure, mais personnellement, c'est le réseau social que j'ai abandonné dans les dernières années. Et je regrette pas. Si vous connaissez pas ma chaîne, je vous montre juste un peu à quoi ça ressemble. Puis, je voulais vous montrer juste visuellement, au niveau des miniatures, je pense que si vous le faites un jour, YouTube ou autre, je pense que c'est vraiment important de déléguer ce métier-là. Ok. Faut voir les miniatures comme la devanture. Si votre magasin il a l'air pourri ou si c'est mal fait, personne va avoir envie de rentrer dans votre magasin. Vous pouvez faire la meilleure vidéo du monde. Si la miniature, elle ne fonctionne pas, c'est terrible, mais votre vidéo ne fonctionnera pas. Et ça nous est déjà arrivé de changer certaines miniatures parce qu'on avait mis 10 ou 20 heures dans une vidéo, mais la miniature ne marchait pas. On change la miniature et la vidéo, parfois, hein, pas tout le temps, 2 mois plus tard, elle va littéralement exploser. Quoi. Fait que voilà, ça c'est un petit conseil si un jour vous avez envie de vous lancer sur YouTube. Fait que j'ai quelques conseils en vrac. Hein. Essayez plusieurs réseaux sociaux, c'est ce que Tanguy a dit, mais je pense que ça prend beaucoup de temps pour être sur toutes les plateformes. Donc au début, si vous n'avez pas les ressources, si vous n'avez pas plusieurs personnes dans votre équipe, essayez pas d'être partout parce que vous allez faire un burn-out en fait. Surtout que vous n'avez pas que ça à faire, vous devez aussi faire votre activité principale qui est le coaching. Donc si vous êtes bon sur Insta, si vous aimez ça, allez-y all-in sur Insta quoi. Il n'y a pas besoin d'être sur TikTok, sur YouTube, c'est juste trop de boulot quoi. Personnellement, j'y arrive pas en tout cas pour le moment. Et pourtant, on a quand même pas mal de gens dans l'équipe. N'ayez pas peur de changer. Moi, j'ai changé plusieurs fois. J'ai commencé par le blog, après je suis arrivé sur YouTube, après j'ai essayé du Instagram, après puis j'ai vu ce qui me correspondait au niveau de ma personnalité. J'adore YouTube parce que je trouve que le processus d'écriture est intéressant. On peut vraiment passer du temps à expliquer des choses. Fait que voilà, essayez des choses. C'est un peu ce que je viens de dire. Trouvez votre style, ça c'est le plus important. Et je le vois trop souvent que on essaye souvent de copier ce que fait le voisin. Et c'est naturel parce que c'est un peu le syndrome de la page blanche. Mais je trouve que ceux qui fonctionnent bien sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui ont trouvé leur voie et qui sont un peu audacieux, qui n'ont pas peur de montrer ce qu'ils sont. Et ouais, il y a une grosse partie de jugement sur les réseaux sociaux, mais ça fait partie du jeu. Et vous ne ferez jamais un consensus de toute façon. Et je pense que c'est pas le but en fait. Soyez patient, même quand la recette est bonne, ça prend du temps. Fait que ça peut être frustrant des fois, mais dites-vous qu'il y a un moment où ça peut vraiment décoller. Et soyez le plus authentique possible. Alors, c'est pas toujours facile, mais je pense que ça paie et je pense qu'il fait qu'on crée cette relation aussi avec son audience. Votre contenu doit vous ressembler, ça je pense qu'on en a déjà parlé. Ok. Super, merci Maxime. On te rejoint totalement sur les conseils là. Puis merci aussi Tanguy pour les conseils. Strava, oui, c'est très sous-coté en effet. Nous, quand on communique avec nos lieux sur Strava, c'est une audience très qualifiée. Pour ce webinaire, par exemple, on a communiqué sur Strava et ça a bien marché. Et si je peux ajouter sur TikTok, il y a des coachs qui ont réussi à communiquer dessus. Je pense à un couple de triathlètes, par exemple, ça marche bien. Donc, si vous vous sentez avec TikTok, ça peut être possible de s'y lancer aussi. Comme tu as dit, il faut trouver son réseau social. Il y en a qui, ça se trouve, ils y arriveront avec TikTok. Du coup, on va passer sur fidéliser sa clientèle. Rémi, du coup, toi qui as une structure depuis plus de 10 ans maintenant, je pense que tu as pas mal de choses à nous dire. Ouais, ouais. Ok, donc voilà. Donc une fois qu'on a trouvé ses premiers clients, ouais, on va essayer de la fidéliser. Donc pourquoi? Parce que fidéliser sa clientèle, ça va permettre de pérenniser son entreprise. Donc ce qu'il faut, c'est créer une relation qui est durable avec ses athlètes et un climat de confiance. Donc là, c'est important déjà pour les trouver, mais après pour essayer de les conserver. Et voilà, c'est bien d'avoir ça en tête aussi, que c'est plus facile de fidéliser sa clientèle que d'en chercher sans cesse une nouvelle. Voilà, quand on a un athlète avec qui ça matche bien, voilà, autant essayer que ça dure le plus longtemps possible. Alors, déjà pour faire de l'activité continue, mais aussi, voilà, c'est en général des athlètes à qui les échanges passent bien, qu'on apprécie, donc c'est aussi intéressant de travailler, de collaborer avec eux et de les amener à progresser et d'atteindre leurs objectifs. Et puis, le fait plus on va fidéliser sa clientèle, plus on va mieux la connaître, plus
plus on va connaître ces athlètes, ça permettra de faciliter le travail, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas besoin de reprendre à chaque fois à zéro sur les habitudes et les contraintes des athlètes. Donc voilà, quand on les suit depuis longtemps, ben, on les connaît quasiment par cœur. Et après, pourquoi pas aussi, ça peut permettre d'offrir des prestations adaptées différentes. Voilà, je prends mon exemple. Quelquefois, j'organise des stages. Bah, du coup, ça permet si on a plusieurs athlètes qui ont je sais pas, un problème en descente, par exemple, en trail, bah, pourquoi pas orienter un stage en descente et proposer un stage spécifique descente entre autres pour ces athlètes-là, puis après, l'ouvrir à d'autres éventuellement. Mais voilà, ça permet de proposer des fois des thèmes de prestations qui vont répondre à un besoin parce qu'on connaît ces poids. Donc la fidélité, ben, bien sûr, ça ne s'achète pas. Hein. Ça va se construire, comme je disais tout à l'heure, avec de la confiance et de la transparence. Donc l'idée, c'est d'améliorer l'expérience client. Donc voilà, vraiment répondre aux besoins que la tête est venue chercher quand il est venu vers vous. Donc ça passe par tout ce qui est avant la prestation. Donc là, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec Tanguy et Maxime. Donc c'est la communication, c'est le site internet. Il faut inspirer de la confiance et identifier les attentes et les besoins de l'athlète. Après, pendant la collaboration, il faut bien sûr répondre aux attentes. Hein. Une fois qu'on les a ciblées, donc on répond aux attentes. Il faut bien être à l'écoute, bien sûr être professionnel et convivial, j'ai marqué aussi. Mais voilà, être professionnel, c'est-à-dire que voilà, même si pour les gens c'est du loisir, pour nous c'est notre activité professionnelle, donc il faut avoir une posture professionnelle, être réactif et vraiment répondre aux besoins. Et voilà, après aussi on peut proposer, comme je disais tout à l'heure, éventuellement d'autres services ciblés, des stages, des journées rassemblements, effectivement pour créer et enrichir sa communauté. Pourquoi pas proposer de temps en temps des rassemblements sur une course qu'on fera en commun avec ses athlètes. Voilà, réfléchir à pas mal de choses. Et bien sûr, une fois que la prestation est finie, donc par exemple, si un athlète est venu vers vous pour un objectif donné, je sais pas, faire un UTMB par exemple, une fois que la course est passée, on fait un bilan, savoir si on a bien répondu à ses attentes, à ses besoins, et après, pourquoi pas, si ça s'est bien passé, peut-être qu'il va se dire, finalement, l'année prochaine, je vais refaire une autre épreuve. J'ai encore besoin d'être accompagné parce que j'ai senti que ça m'apportait quelque chose et ça m'a facilité ma préparation. Donc voilà. Donc c'est important de faire le bilan, voir ce qui a marché, puis éventuellement aussi ce qui n'a pas marché pour pouvoir adapter après ses prestations et ses offres par rapport à ça. Hop, voilà. Voilà sur cette partie-là. Pardon, Merci oui, Rémi. pardon, désolé. Merci, ouais. Merci, Il y a merci. quelques questions là, histoire de réveiller potentiellement ceux qui s'endorment. Désolé, ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Je pense ce soir, on a encore une partie sur développer sa structure et puis après, voilà, on va commencer à répondre juste une question. Pour toi, peut-être Rémi, sur la carte pro, quelqu'un demandait si le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne donne droit à une carte pro, mais est-ce qu'elle permet de faire une carte pro pour du coaching? J'avoue que j'ai pas la réponse. Normalement, oui, ça permet, ouais. Ça permet de le faire avec. En plus, maintenant, dans la formation d'accompagnateur de moyenne montagne, il y a un module spécifique trail. Donc après, voilà, on peut faire du coaching à distance avec ça. Ouais. Ok, ok, merci. Et peut-être plus pour toi, du coup, Maxime, tu en as parlé un petit peu, mais d'après toi, à quel point avoir une expérience sportive pour un coach, c'est important. Voilà, on dit souvent que, entre guillemets, les coachs qui s'entraînent pas, enfin, sont pas légitimes à entraîner. Enfin, voilà, c'est quoi un peu ton avis là-dessus? Je pense qu'il compte, c'est la compétence à la fin. Et je pense que la compétence, elle peut être présente dans différents scénarios. Et je pense que tous les scénarios existent. Comme on disait tout à l'heure, il y a des très bons athlètes qui font pas des bons coachs. Il y a des athlètes moyens qui font des très bons coachs. Et il y a toute la nuance de gris. Fait que
Moi, je pense que la seule différence quand on a été un athlète de haut niveau, c'est l'argument d'autorité qui est beaucoup plus proche des apparences que de la réalité des compétences, mais qui compte dans une activité de coaching. Mais moi, j'ai des exemples des meilleurs coachs du monde qui sont pas des athlètes très nécessairement performants, qui l'étaient pas dans le passé, ou qui étaient même dans un autre sport. Fait que je pense qu'il y a des avantages aussi des fois. Je ressens un gros biais des fois de moi-même être un athlète à un certain niveau, notamment quand je coach des débutants où c'est une charge d'entraînement qui est tellement différente que parfois c'est pas évident non plus. Fait que, il y a vraiment des avantages et des inconvénients. Ouais. Ok, top, merci. Moi, je ne nous mets pas plus en retard. Vas-y, je te laisse continuer, Paul. Ouais, super. Du coup, ben, Maxime, il me semble que tu avais des choses à dire sur fidéliser sa clientèle. Euh, Après, Fidéliser sa non, clientèle, non, c'était sur la dernière partie, je pardon, pense. c'était sur la structure. Bah, du coup, ouais, vu que Rémi vient de parler, bah, vas-y, on peut passer sur la structure du coup. Ok, je vais essayer de faire ça rapidement, vu que ça fait longtemps. Surtout que je ne sais pas à combien de personnes ça va parler, mais peut-être que ça peut en intéresser certains là. Euh, Ok, fait que juste pour remettre un peu de contexte, moi j'ai commencé par coacher quelques athlètes, je pense, comme n'importe quel coach qui commence. À la base, j'avais pas du tout prévu de créer une plus grosse structure, c'était pas du tout un objectif. Et ce qui s'est passé, c'est que progressivement, le nombre de demandes, il a commencé à augmenter, augmenter, augmenter. Et du coup, j'ai dû me poser la question, soit je refuse tous les nouveaux arrivants, parce que moi, je coach entre 30 et 40 athlètes. C'est grâce à Nulio que c'est possible d'ailleurs, hein. C'est pas un placement de produit, c'est la vérité. Avec Excel, ce serait impossible de faire 30 à 40 coaching d'athlètes avec tout ce que j'ai à côté. Fait que je coach une quarantaine d'athlètes et je commençais à avoir d'autres demandes. Fait que bah, soit ces demandes-là, on les perd, soit on se dit, bah, je crée quelque chose de plus gros qui me dépasse avec ma philosophie. Fait que vous devez le savoir, moi c'est ce que j'ai créé et je trouvais le projet vraiment excitant. Et je pense que l'idée, c'était de dire, j'ai une philosophie, j'y crois, je trouve qu'elle fonctionne sur plein de gens et j'ai envie de la propager le plus possible. Fait que moi, ma formule, c'est le plus simple possible, c'est ça. C'est acquisition. On veut des demandes de coaching avec tout ce qu'on a parlé avant sur toutes les plateformes, les trucs et tout, et une qualité de service. Fait qu'on veut une satisfaction client le plus possible des 100%. C'est vraiment ça le but pour moi, pour une compagnie, là. C'est que les gens soient contents. Égal, succès. Ok. Fait que c'est ma définition, en tout cas. Euh, fait que fait que là, je vous montre un petit graphe des abonnés. Fait qu'en général, on a entre 250 et 300, et 300 sportifs dans notre client, en fait. Et ce chiffre, il est vraiment en augmentation. Et ce que vous voyez, c'est pas une courbe de lactate, hein, même si on a l'impression de pouvoir voir deux seuils là. C'est vraiment l'augmentation des abonnés. Ok. Fait que si vous regardez, ça, c'est le graphique de nombre de vues sur YouTube. Ok, fait que j'ai commencé vraiment timidement, puis progressivement, ça a augmenté. Vous voyez qu'il n'y a rien qui est linéaire sur ce qu'est Internet. Soit en général, ça marche très bien, soit en général, ça marche pas trop. Puis quand ça marche très bien, ça part comme ça. Je dis de manière générale, je connais pas toutes les courbes, évidemment. Fait que ce qui est intéressant, c'est de regarder deux points semblables. Au niveau de, est-ce qu'il y a une corrélation entre quand ça commence à mieux marcher le contenu sur Internet et les demandes clients? On peut voir qu'il y a une corrélation qui est assez évidente. Quand le contenu YouTube a décollé, donc on est à peu près vers début 2021, si je dis pas, début 2022, on voit que le nombre de demandes de coaching commence à augmenter un petit peu exponentiellement. Il y a un effet désynchronisé. Quand ça marche sur Internet, souvent, ça marche 6 mois plus tard. C'est un peu tout décalé parce que ça prend du temps de créer une relation et tout. Fait que ça, faut le savoir parce que des fois, on travaille fort, on travaille fort. On dit, j'ai pas les résultats, pourtant, je produis du bon contenu et tout. Et en fait, ça arrive en général en décalé. Fait que ça, c'est quand même important pour ceux qui veulent des raisons d'être un peu persistants. Quand on commence à faire ce genre de structure, il faut minimiser pardon, toutes les forces de frottement, j'appelle ça, c'est-à-dire toutes les petites tâches qu'on va faire qui prennent vraiment 2 secondes, mais que si tu les multiplies par 1000, elles te prennent vraiment une sacrée charge. Okay. Fait que avoir un site web, c'est indispensable. Ça, je pense vous en avez déjà beaucoup parlé, Rémi et Tanguy. Essayer d'automatiser tout ce qui est au niveau des demandes de coaching. En fait, tout ce qui peut être automatisé devrait l'être dans la mesure où votre temps va être vraiment crucial pour développer une activité. Parce qu'il y a énormément de trucs à faire, surtout quand on appelle l'équipe pour nous assister. Fait site web, demande de coaching. Nous, on a tout un système de formulaire qui est automatisé dans un logiciel qui s'appelle Monday et tout. Fait que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, mais ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans, je pense, à long terme.
une réservation des visios automatiques. Fait que nous, on propose du coaching seulement avec de la visio, parce que c'est là-dedans qu'on croit. Donc, on se parle, en fait, plusieurs fois par mois ou une fois par mois. Et ça, au début, je le faisais par mail. Les gens disaient, ah, t'es dispo lundi prochain, machin. Mais en fait, ça ne marche pas à long terme. Même quand vous avez d'ailleurs une vingtaine d'athlètes, c'est du temps que vous perdez pour rien. Donc aujourd'hui, il existe des trucs comme Calendly ou nous, on utilise Scheduling qui permet juste à la personne de réserver comme tout le monde l'utilise aujourd'hui. Des paiements automatiques. Personnellement, je recommande Stripe. Je trouve que c'est le leader en ce moment au niveau des paiements. Beaucoup mieux que PayPal. Je trouve qu'ils sont un peu plus modernisés. Fait que ça aussi, c'est pareil, hein. Oui, vous pouvez recevoir les paiements à chaque fois en manuel, mais si vous pouvez mettre des abonnements automatiques en place, vous allez avoir plus de temps pour faire les choses qui comptent, en fait. Faire ses plans sur Nolio versus Excel, ça c'est énorme. Je pense que si on n'avait pas eu Nolio, on n'aurait jamais pu développer une activité comme ça. En plus, qui crée des nouvelles fonctions tout le temps et tout, c'est indispensable. Du coup, les clients ont l'impression aussi que le produit évolue, alors que la partie Nolio, c'est pas nous qui la gérons. Fait que ça, c'est très positif. Euh, donc voilà, ça c'est pour le système un peu, puis l'automatisation. Pour vous donner un exemple, des fois les gens me demandent, ok, mais il y a combien de personnes qui travaillent avec moi? Il y a entre 10 et 15 coachs aujourd'hui, sachant qu'on en recrute tous les mois maintenant. C'est difficile de trouver des coachs compétents qui n'ont pas déjà leur affaire, mais il y en a. Fait que je fais les entrevues moi-même, puis en général, c'est un 20 ou 30% qu'on retient qui correspondent à notre philosophie, donc ça prend beaucoup d'entrevues. C'est 2 à 3 monteurs, juste vidéo, qui travaillent sur monter les vidéos, les formats verticaux, les formats 16/9. Il y a un, c'est un nom super, super compliqué pour pas grand-chose, hein, mais en gros, c'est ma conjointe qui m'assiste, mais elle tient à ce titre, fait que je le mets ici. Community manager aussi sur Instagram. Moi, j'aime pas trop gérer Instagram, ça n'a jamais été mon réseau social phare personnellement, fait qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, puis j'en suis très content, comme ça j'évite de passer trop de temps là-dessus. Il y a un chargé de la gestion client qui gère les demandes, parce qu'aujourd'hui, on reçoit quand même entre 10 et 20 demandes par jour, donc forcément, il faut quelqu'un pour les prendre. Il y a un comptable aussi. Et il y a plusieurs freelances, notamment Miniature et compagnie. Fait que peut-être des fois, on ne se rend pas compte, mais oui, pour créer ce genre de structure, ça prend beaucoup de gens. Et là, ça va apporter plein d'autres problèmes, qui est qu'on va devoir gérer de l'humain. Et gérer de l'humain, c'est probablement ce qui prend le plus d'énergie dans la vie, je trouve, en tout cas dans ma vie. C'est extrêmement épuisant. Fait qu'il faut le savoir. Et si je l'avais su au tout début, j'aurais pensé à 2 fois avant de créer tout ça. Je regrette pas du tout, mais ça prend une préparation mentale, on va dire, de créer quelque chose avec plein d'humains. Fait que quelques conseils en vrac. Vraiment, c'est encore une fois ma perspective, puis c'est si ça vous parle ou pas, hein, mais prendre des risques. Je pense que c'est quand même important de prendre des risques modérés, bien sûr. Des risques autant sur soi, d'avoir le courage de s'exposer publiquement en soi, c'est un risque et c'est difficile, mais je trouve que c'est payant. Mais aussi prendre des risques financiers, c'est pour ça que je parle d'investir. Je pense que quand on veut se lancer sur YouTube, oui, on peut tout filmer avec sa webcam et pas avoir de micro et tout, mais il y a tellement une concurrence féroce aujourd'hui sur Internet qu'à moins d'avoir une personnalité rayonnante et incroyable, si vous investissez pas un minimum, il y a peu de chances de succès à la clé quand même. Fait que, oui, j'ai investi direct dans une caméra, ça coûte cher, dans un micro et tout, mais tout ça, vous allez avoir un retour sur investissement à un moment. Fait que je pense que ça vaut le coup d'investir, surtout sur YouTube. Ou avoir un bon téléphone, par exemple. Ça, faut le voir comme un outil de travail. Si vous avez l'iPhone 4, je ne sais pas si ça existe, mais c'est un peu moins bien que l'iPhone des 5 dernières années, par exemple. Et être patient. Une fois qu'on a trouvé, bah, je pense que ça prend des mois et des années. Mais par contre, il faut être lucide quand ça ne fonctionne pas. Et là, il y a un in-between à trouver quand même. Et je vous dirais d'avoir des gens sincères dans votre entourage, c'est probablement la meilleure chose que vous pouvez avoir. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens, notamment ma conjointe, qui me disent que quand c'est nul ce que je fais, c'est nul. Et je pense que si j'avais pas ça, j'aurais pu perdurer dans certains projets qui n'auraient pas fonctionné. Fait que les gens qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est toujours bien, c'est sûrement des super personnes quand vous n'avez pas le moral. C'est pas les meilleures personnes pour parler à un entrepreneur. Ça vous prend des gens qui sont un petit peu francs du collier et apporter quelque chose de nouveau autant que possible. Moi, je pense que ce que j'ai essayé d'apporter avec Runwise, c'était ma vision un peu psychologique, un peu canadienne aussi, parce que ça fait 10 ans que je suis au Canada, fait que c'est ma marque de fabrique. Certaines personnes, ça leur parle, d'autres, ça leur parle pas du tout. C'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour faire un consensus, vous êtes là pour créer une audience. Donc, tant mieux si ça parle pas, ça veut dire que ça va parler à d'autres. Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous allez plaire probablement à personne. Et soyez vous-même, ça revient exactement à ce que je viens de dire. Voilà. Ok, merci. Ouais, merci Maxime. Du coup, Rémi, je crois que tu auras le mot de la fin avant les questions. Si, pour parler de ta structure, du coup, de Leak Coaching.
Voilà. Oui, donc, enfin, pas forcément pour valider ma structure à moi, mais pourquoi elle a été montée? Alors moi, voilà, la structure Leak, c'est beaucoup plus petit que Runwise, hein. Voilà, moi, j'ai débuté en tant qu'indépendant pendant 6-7 ans, et après, un peu comme Maxime, au début, ouais, enfin, après, j'ai eu pas mal de demandes d'athlètes auxquelles je ne pouvais pas répondre parce que j'étais déjà complet. Donc, moi, j'aime pas trop dire non quand j'ai des demandes de coaching. Donc, à chaque fois, j'essayais d'orienter vers des coachs que je connaissais, avec qui je savais que voilà, ils travaillaient bien. Mais à un moment donné, voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer de s'associer avec d'autres personnes pour pouvoir travailler ensemble. Et effectivement, après, c'est plus logique, si moi je refuse quelqu'un, de l'envoyer vers un collègue de la même structure. Donc, les avantages qu'il peut y avoir, c'est que ça permet de mutualiser ses réseaux. Donc, si on se regroupe entre 3 indépendants, comme moi c'était le cas en lançant la structure, on avait chacun notre petit réseau local. Donc, ça permettait finalement d'avoir un réseau qui était un peu plus grand. Ça permet de mutualiser aussi sa communication. Donc, voilà, on a pas mal parlé des réseaux sociaux. Voilà, c'est pas du tout. Enfin, c'est vrai que la base du métier, c'est quand même de faire du coaching, c'est pas d'être influenceur, mais c'est quand même important d'être présent. Donc, si on est plusieurs à gérer ça, voilà, ça répartit un peu les tâches et ça permet de diminuer le temps qu'on passe là-dessus. Aussi, on peut mutualiser ses compétences en termes de coaching. Donc, c'est vrai que là, je prends tout l'exemple quand on organise un stage en commun. Il y en a qui vont être plus axés sur le renfort, d'autres plus sur la nutrition, d'autres plus sur la préparation mentale. Ça permet d'avoir des points où on a un peu plus de compétences que son collègue et du coup, ça permet de monter un petit peu la qualité de la prestation. Et également, au sein du fonctionnement de la structure, ça permet aussi de mutualiser ses compétences hors coaching. Donc tout ce qui est communication, voilà, faire un peu de graphisme, tout ce qui est tâches administratives, les tâches informatiques. Voilà, moi, je sais par exemple faire le site web. S'il n'y a pas de structure, certains peut-être qu'ils n'en auraient pas forcément fait. Alors qu'effectivement, c'est un outil qui est assez indispensable. Mais ça demande certaines petites compétences, même si c'est pas énorme. Il y en a qui n'ont pas du tout la fibre informatique, ce qui peut se comprendre quand on se lance dans du coaching. Et aussi, ça permet de réduire ses frais, parce que voilà, avoir un site internet, ça a un coût, hein, même si c'est pas énorme. Mais du coup, si on est 3 ou 4 dessus, ça va être divisé par 4 ce coût-là. Et puis, pourquoi pas si on fait de la pub quelquefois. Voilà, je prends mon exemple. Moi, je faisais de la pub sur le calendrier des courses de l'Isère, hein. Voilà, si on est 4, enfin, je peux gagner un placement. Si on est 4 dessus, ça fait 4 fois moins cher. C'est toujours intéressant. Après, ça permet aussi de faire pourquoi pas des événements en commun. Alors, comme je parlais tout à l'heure de stage, c'est vrai que voilà, si on est plusieurs, ça permet de faire quelque chose de plus qualitatif et avec un meilleur réseau. Et puis, pourquoi pas aussi s'entraider en cas de besoin. Voilà, ça peut arriver. En plus, Nolio le permet, hein, si on est dans la même équipe sur Nolio, on peut. Les athlètes, ils sont affectés à l'équipe. Donc, on peut gérer un athlète par un autre entraîneur. Donc, si vraiment on veut couper 2-3 jours pour prendre des vacances, hein, on peut le faire avec Nolio en déplaçant l'athlète sur un autre entraîneur. Bien sûr, en préparant l'athlète, c'est toujours mieux. Et ça permet aussi d'être à plusieurs. Pourquoi pas d'avoir, si on a des conseils, hein, parce que c'est vrai que des fois on a des demandes un petit peu particulières sur des préparations qui sont très particulières, hein, et ça peut permettre d'avoir un avis de quelqu'un d'autre qu'on n'aurait pas si on était vraiment tout seul. Donc après, dans la structure, il peut y avoir différents fonctionnements. Donc j'appelais ça comme ça, je ne sais pas si c'est le terme exact, hein, un fonctionnement collaboratif. Nous, c'est le fonctionnement qu'on a pris avec la structure LEAK.
C'est-à-dire que tout le monde est à égalité. En fait, enfin, ça fonctionne à mon avis si on n'est pas très nombreux. Après, effectivement, dès qu'on commence à être plus nombreux, il faut quand même que ce soit un peu différent. Mais voilà, nous, on avait lancé du coup au début à 3. À présent, on est 4. On a gardé le même fonctionnement. C'est-à-dire que tout le monde est à égalité, tout le monde est indépendant, tout le monde est auto-entrepreneur. Euh, donc, bien sûr, bah, il faut bien choisir ses collaborateurs, hein, il faut bien s'entendre, et il faut avoir la même vision aussi du développement de la structure. C'est sûr que si quelqu'un bah, veut que ça grossisse beaucoup, bah, forcément, ça va demander plus de travail, donc il faut qu'on ait un peu la même vision. Après, donc, on peut. Donc, voilà, dans ce fonctionnement-là, au niveau administratif, on va dire qu'on est tous indépendants, donc tous auto-entrepreneurs. Et on peut créer une association, donc loi 1901, qui va uniquement servir pour les projets en commun. Voilà. Enfin, nous, c'est le fonctionnement qu'on a. Moi, quand je fais une prestation pour un athlète ou quand j'interviens sur les entreprises, ben voilà, les gens me payent moi directement. Par contre, quand on fait un stage, et là, c'est organisé par l'IC. Là, c'est au niveau de l'association. Et après, moi, en tant qu'indépendant, je fais ma facture à l'association. Donc, voilà, il y a zéro bénéfice sur le but, c'est pas de faire des bénéfices de l'association. Par contre, nous, on fait notre facturation euh, à l'association. Et bah, bien sûr, ce qui est important, c'est de bien communiquer entre les collaborateurs, définir un petit peu les rôles et les règles financières, parce que ce qui peut se passer, c'est que certains, ça peut être l'activité à temps plein, d'autres une activité complémentaire. Donc c'est sûr que quelqu'un qui va faire que 20% de son temps en coaching, il n'aura pas envie de payer forcément la même chose sur le fonctionnement du site internet ou sur des choses comme ça. Donc, on peut trouver des règles de proportionnalité pour que tout soit équilibré par rapport au temps et à la charge qu'on met chacun sur la structure. Donc ça peut être voilà, un type de fonctionnement comme ceci, ou il peut y avoir un autre type de fonctionnement. Donc j'appelle ça moi hiérarchique. Donc c'est-à-dire qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vont créer la structure et qui vont être un peu les chefs d'orchestre de la structure. Après, on peut prendre voilà, des indépendants en prestataire ou après, si la structure est plus grosse, des salariés. Hein, après, c'est une autre forme juridique. Et on peut prendre voilà, des indépendants qui vont compléter l'équipe sur des points précis, donc en coaching ou effectivement, comme disait Maxime tout à l'heure, sur la partie design ou choses comme ça. Après, la structure peut prélever une part sur les prestations, parce que la structure va apporter de la visibilité et en fait va apporter le réseau. Donc après, un indépendant peut venir faire des prestations de coaching et voilà, il y aura peut-être un pourcentage, 20, 30, 40%, je ne sais pas, qui sera pris par la structure voilà, en contrepartie. Donc voilà les types de structures qui peuvent être faites et puis comment ça peut se lancer. Eh ben, merci Rémi ouais, pour nous avoir détaillé oui, du coup, le fonctionnement de ta structure. Je pense qu'on a été bien, vous avez été bien pertinent parce qu'on a répondu aux questions et il n'y en a plus beaucoup. Euh, t'en avais, Alexandre? J'avais juste vu une question pour toi, Maxime, sur le fait, est-ce que tu veux travailler avec des nutritionnistes? Enfin, ça me permet d'introduire un peu la question plus générale de travailler potentiellement avec des tiers, que ce soit des nutritionnistes, peut-être des kinés partenaires ou Ouais. traitement mental. Voilà, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Bah, moi, c'est vraiment le but de créer un écosystème de gens qui me complètent. Fait que moi, mes coachs, maintenant, j'essaye en fait, au lieu d'avoir des personnes à temps plein juste sur un domaine, j'essaye d'intégrer des coachs qui ont une formation dans ce que je recherche. Mes coachs, ils sont assez balèzes en physiologie, par exemple. Du coup, quand j'écris des scripts YouTube, maintenant, je le fais avec ceux qui connaissent le mieux la physiologie pour être sûr que je dis pas de bêtises et de me faire tomber dessus par les fous de la physio. Je fais pareil avec à peu près tous les trucs. Nutrition, je maîtrise quand même assez bien, même si c'est pas mon étude parce que j'ai pas le choix avec le marathon. Mais oui, je m'entoure parce que en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais un coach, c'est un généraliste un peu, et il doit tout connaître, mais être expert de rien, si ce n'est la charge d'entraînement et peut-être la communication et la relation. Mais un coach, il peut pas être parfaitement bon en physio, en sommeil, en machin, en truc. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de tout faire là. Merci. On avait, Vas-y, Paul. ouais, on avait Aurélien Gabriel qui redemandait quel était le prix d'un coaching. Donc,
je pense pas me tromper si je dis que c'est entre 60 et 150, voire peut-être un peu plus, mais peut-être votre avis justement sur cette fourchette de prix, si vous avez l'un de vous a quelque chose à dire. Ouais, comme tu dis, c'est honnêtement Pourquoi le est-ce qu'il ne faut prix. pas trop se mettre, on va dire, trop se brader et pourquoi, comment évaluer cette fourchette de prix, je dirais. Moi, je pense que c'est vraiment culturel le prix. Je pense qu'en France, c'est plus dur d'afficher des hauts prix parce que la relation à l'argent est très différente du Nord-Amérique, par exemple. Je le vois en habitant ici. Je pense qu'à un moment, il faut pas avoir peur de mettre les prix qu'on pense valoir. En fait, je pense que le point qui indique que c'est trop cher ou que c'est pas assez cher, c'est quand on se sent mal avec son prix. Si tu mets 300 euros par mois et que tu te sens bien avec ce prix, il n'y a aucun problème. Les gens, ils viennent pour payer ou ils viennent pas. Il y a plein d'autres personnes qui proposent des prix moins chers. Si tu mets 40 euros par mois et que tu te sens bien avec ce prix, c'est parfait aussi. Je pense qu'à la fin, le prix, c'est totalement subjectif. Et un bon exemple, c'est les chaussures carbone. S'il y a 5 ans, on avait dit qu'il fallait payer 300 euros pour une chaussure, on n'aurait jamais accepté. Aujourd'hui, c'est devenu presque banal. Fait que, pour moi, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je serais curieux de savoir ce que Rémi et Tanguy ils pensent de ça, là. Bah, concernant le prix, c'est vraiment subjectif à chacun et ça va dépendre des prestations que le coach va proposer à ses athlètes. Ça peut être sur la fréquence du plan d'entraînement, la fréquence des échanges aussi, et également le contenu qu'on va proposer. Si on va se limiter à du contenu d'entraînement assez classique avec, dans le sport spécifique, et si on veut élargir ça à de la nutrition, à de la préparation mentale, à des tests de lactatémie ou autre. Donc c'est vraiment du personnalisable. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des formules des 40 euros avec certains coachs et parfois même dépasser les 200. Donc c'est vraiment selon les besoins de chacun et selon les prestations proposées par chacun des coachs. Pour ça. Ok, top, merci. Il y avait une question pour toi, Rémi, à propos des stages, qui demandait s'il faut être obligatoire d'être immatriculé auprès d'Atout France. Alors, je suis pas sûr de tout comprendre, mais peut-être que toi, tu comprends la question. Alors dans ce que j'en sais, après la Tour France, donc c'est sur les stages qui départ à partir du moment où il y a une nuit. Si c'est à la journée, c'est pas nécessaire. Par contre, si c'est voilà, si c'est sur plusieurs jours, à partir du moment où ça dépasse 24 heures, je pense qu'il faut être enregistré. Ouais. Enfin, je connais Ouais, pas trop. si je peux, ouais. Pour Ouais. intervenir là-dessus, pour la partie stage, donc si c'est dans le cadre d'une seule journée, c'est pas nécessaire. Par contre, si on dépasse et s'il y a de l'hôtellerie en place, faut être labellisé chez Atout France. Donc, ça a un coût aussi, si on veut organiser des stages. Après, il y a des autres possibilités, c'est que la réservation hôtelière se fasse directement par le stagiaire auprès de l'hôtel et que la facturation encadrement soit fait auprès des coachs. Ça peut être une autre solution. Mais en temps normal, c'est plutôt avoir le label Atout France pour les organisations. Ok, trop bien, merci. Alors, désolé, oui, il y a une question sur à propos de Nolio. Donc, ce soir, effectivement, le but, c'était pas de vous parler de Nolio, c'était vraiment de vous parler du thème du webinaire qui était vraiment comment se lancer. Donc, Nolio peut être un outil pour vous aider à vous lancer. Mais voilà, donc, si vous voulez plus d'infos sur Nolio, je vous remettrai le lien sur notre site. Et puis, pour les entraîneurs, on propose des démos de présentation. Voilà, mais du coup, c'est pas forcément le but de ce soir. Sinon, ça durait déjà que ça, on a mis trop de temps. Sinon, ça durait 3 heures, voire plus. Donc, voilà pour ça. En termes de formation, alors tout le monde a fait des formations plus ou moins différentes, mais il y a une question sur est-ce qu'il faudrait plutôt privilégier une formation BPGEPS ou universitaire style STAPS? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait de réponse binaire, mais je ne sais pas si Tanguy ou Rémi ou Maxime, vous avez un avis là-dessus. Ouais, je pense que si on veut vraiment se spécialiser dans un sport et qu'on sait déjà dans lequel, l'avantage de la formation BPGEPS ou DEGEPS, ça va être plus court, ça va être 1 an et demi. Alors que la formation STAPS, ça va élargir à d'autres types d'activités. Ça peut être du sport dans les prisons, ça peut être prof de sport à l'école, ça peut être vraiment plus large et ça peut se limiter à la licence ou au master ou plus loin. Donc si on sait vraiment dans quoi on veut se tourner, je pense que le DEGEP, c'est la bonne alternative en tout cas. Ouais, Ah. si je peux rajouter quelque chose, parce que comme je suis passé aussi par STAPS, en gros, ouais, faut voir en fonction du profil de la personne qui veut se lancer. Justement, si on va dire que elle a le début de sa vie professionnelle à 18 ans, ça peut être intéressant de faire STAPS et après se spécialiser.
parce que c'est un parcours universitaire qui est quand même assez complet. Si par contre c'est une reconversion, et je pense que le BP et même le DEGEPS peuvent être assez intéressants, à savoir que aussi il faut noter que le BPGEPS, c'est le pas le DGEPS, mais le BPGEPS, il est payant, il me semble. Alors bon, la formation peut être prise en charge en alternance, mais alors que STAPS, bah, c'est l'université, donc c'est gratuit. Donc vraiment, je pense que c'est au cas par cas en fonction des envies, de comment on a envie de coacher, de ce qu'on veut faire de sa vie professionnelle. Et puis après, ça va dépendre aussi un petit peu si on veut faire que du coaching à distance ou faire plus d'animation sur le terrain aussi. C'est vrai que le BPGF, ouais, ça fait de l'animation sportive. Je pense qu'au niveau, voilà, si on veut faire exclusivement du coaching à distance, je pense que la formation au niveau de la fac sera peut-être plus pertinente. Après, Ouais, voilà, parce que on va pouvoir se spécialiser, donc ce sera plus intéressant. Oui. ouais, faut différencier ouais, le BPGEPS qui est plus animation sportive, le DGEPS qui là va s'orienter vers la compétition et STAPS qui peut s'orienter vers la compétition dans le cadre d'une licence entraînement sportif, mais pas une licence éducation. Enfin, il y a beaucoup de. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire parce que il y a plein de formations et c'est un peu la jungle. Ouais. Si je dis pas de bêtises, pour ceux qui ont une formation déjà un bac plus 5, je crois bac plus 4 ou plus 5, il y a une formation accélérée pour avoir la licence STAPS en 1 ou 2 ans. Je sais plus si même peut-être pas 1 an, pour avoir un équivalent L3 ou L2, enfin en tout cas l'équivalent à l'accès à la carte pro. Donc voilà, je sais que ça existe, je sais pas tous les détails là-dessus, mais je sais qu'il y a des. Donc il faut déjà avoir il me semble que c'est un M2, mais voilà, potentiellement entre guillemets qui n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des équivalences pour pas, voilà, forcément, pas forcément envie de entre guillemets, se retaper tout STAPS si on a déjà un M2, voilà, c'est bien qu'il y ait aussi des équivalences pour ces choses-là. Euh, Bah, peut-être une dernière question de terminer. Avant de terminer. Euh, Tu veux celle de on doit s'engager en fonction des objectifs de l'athlète? Exemple, enfin, aller ici de plus 40 watts à l'issue de X mois d'entraînement ou je sais pas, moins 10 minutes sur marathon. Est-ce qu'il faut communiquer comme ça? Moi, je pense pas. Enfin, c'est à vous de me dire. J'ai pas compris la question. En gros, c'est est-ce que pour vous, le coach doit s'engager en fonction des objectifs de l'athlète? Du style, je vais te faire gagner 10 minutes sur ton marathon, je vais te Ah, faire gagner ok, 40 je watts à ton comprends. test PMA. Ah, c'est ce que je craignais. Bah, je sais pas, à moins qu'il ait une boule de cristal, ce que je n'ai pas personnellement, pourquoi pas. Mais sinon, on risque de se mouiller pour des résultats qui vont pas arriver. Et là, la confiance, elle va prendre un coup, quoi. Fait que moi, je comprends l'argument marketing de dire, viens avec moi, tu vas doubler tes chronos, enfin, ta vitesse, parce que doubler ses chronos, c'est pas forcément ce qu'on... Mais au final, pour avoir coaché beaucoup de coureurs maintenant, et je pense Rémi Tanguy, c'est pareil. Chaque coureur, c'est une aventure et des fois l'aventure se passe bien, des fois ça se passe moins bien et des fois ça prend du temps. Fait que moi, je pense qu'il vaut mieux dire afficher les compétences qu'afficher les résultats parce qu'on n'a aucun contrôle sur le résultat, contrairement aux compétences. Je sais pas. Ouais, totalement, c'est plutôt l'inverse, leur demander les objectifs que eux ils ont, en Exact. plus 40 watts, et après essayer de mettre en place les choses pour les atteindre, mais ne pas vendre des plus 40 watts ou 2h15 au marathon, Surtout qu'on voit c'est pas aussi, je trouve, possible. un peu en tout cas dans l'ultra, notamment en trail, les gens qui, entre guillemets, voient un ultra à la télé et qui veulent faire de l'ultra en 1 an ou 2 ans, sachant qu'ils ont couru, ils n'ont jamais couru plus de 10 km dans une semaine. Enfin voilà, il y a des choses aussi qui se construisent sur des années et même pour la santé pas Mm. des coureurs, quoi. Même sur marathon, voilà, je suppose quelqu'un qui dit je veux faire un marathon dans 3 mois, qui n'a jamais couru et qui n'a jamais d'antécédent de coureur, voilà, bah, il pourra le faire, hein, mais je ne pense pas que ça soit optimal ni recommandé pour sa santé. Donc, Ouais. voilà, je pense comme l'ont bien dit Maxime et Tanguy, que voilà, c'est difficile Il suffit que l'athlète se blesse, il se fait renverser en vélo, quelque chose de totalement incontrôlable aussi. Et puis voilà, et derrière, enfin voilà, je pense qu'on ne contrôle pas tout Mm. ça. Non. Et ben, je pense qu'on va terminer là-dessus, même si on pourrait durer encore des heures, je pense. Merci à tout le monde d'avoir été présent et merci du coup à nos 3 intervenants. Ouais, Euh, merci beaucoup. Ouais.
Il y Merci. aura un replay Très bien, merci. en YouTube qui sera envoyé, enfin qui sera sur notre chaîne YouTube et qui sera renvoyé par mail là d'ici les prochains jours. Donc voilà, pour ceux qui veulent revoir des passages de tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, merci à tous. Et puis je suppose que voilà, si vous avez des conseils, alors leur temps est précieux, mais voilà, vous pouvez probablement envoyer des messages en tout cas voilà, à Maxime Tanguy et Rémi. Je ne veux pas qu'ils me haïssent et que vous les contactez trop, mais voilà, si vous avez des questions précises, je pense qu'ils pourront y répondre. Voilà, et ben, bonne soirée à tous, et puis voilà, Merci à tous. merci à tout le monde. Bonne soirée, à Merci. Bonne bientôt. soirée. Merci beaucoup. Au revoir.